Bonjour, hey you guys, ici Coach Lee et Coach Sim pour un autre épisode de Woke Up and Chose. Violence! Où on est direct AF en direct du CSM à Saint-Mathieu-de-Belleuil. J'aime ça parce que ces temps-ci, toutes les intros qu'on commence, tu commences à faire l'intro puis j'ai déjà une face de comme « Ah, câlisse. » Ah, j'en peux plus. Fait qu'aujourd'hui, nouvelle invitée, Cynthia Les Tourneaux, comment ça va? Allô, merci de l'invitation, ça va bien? Ben, en direct de la Beauce. Ben, on Ben, n'est pas en on direct est de la pas, Beauce, mais c'est ça. tu viens de la Vous êtes Beauce, des ouais, c'est ça. Mais ouais, c'est ça. J'aime ça, les invités font de la route pour nous autres. On se sent Vraiment. tellement important. Ah ouais, un petit 7 heures aller-retour. Ah ouais, c'est ça. Fait que aujourd'hui, nouvelle invitée parce que on commence à faire ça un petit peu plus de recevoir du monde qui vont peut-être pouvoir nous partager des histoires, des anecdotes qui leur est arrivé pour partager leur histoire en espérant que ça puisse rejoindre d'autres personnes. On a eu beaucoup de super bons commentaires par rapport à celui qu'on a fait avec Nick par rapport à conciliation, famille, bodybuilding, celui qu'on a fait avec Roxane dernièrement par rapport à ses troubles alimentaires. Tout un background un peu plus de difficultés, troubles de santé, disons. Ouais, moi, assez gros background de troubles de santé, là. Ouais, puis aujourd'hui, quand même, en prep pour ta compétition qui est Popeye? Ouais, j'étais à 10 weeks out à peu près aujourd'hui. Là, on commence à rentrer dans le gros et le plus demandant physiquement et mentalement, mettons. Là. C'est ça. Puis malgré ça, c'est pas réglé complètement tes affaires. Il n'y a absolument rien de réglé. Là. Moi, je suis encore dans le gros du gros. Là. À 10 weeks out, là, on est dans le gros d'absolument tout. On commence à avoir plus de réponses un peu, mais tu sais, c'est des réponses de maladies qu'on connaît pas non plus. Fait que c'est quand même demandant de faire les deux en même temps puis d'essayer de comprendre ce qui se passe avec ma santé aussi en même temps. Là. Ouais, clairement. Fait que, ben écoute, je te laisse la parole. Parle-nous de ça un peu. Moi, je suis atteinte du syndrome de May-Turner, qui est un syndrome excessivement rare. J'ai une malformation dans le ventre au niveau de ma hanche. Fait que dans le fond, ma veine iliaque est compressée entre ma vertèbre et mon artère qui passe dans la jambe, ce qui fait que normalement, j'ai à peu près 10% de mon sang qui circule dans ma jambe. J'ai tout le temps une jambe faible, mais j'ai tout le temps pensé que c'était mon genou. J'ai fait du patinage artistique des années, puis j'ai tout le temps eu plus de misère avec cette jambe-là. Puis je me disais, je dois avoir plus tombé dessus, tu sais. Fait que je m'en ai jamais vraiment faite. Puis finalement, cet été, j'ai décidé d'arrêter de m'entraîner pendant 2 mois. Je me suis tout entraînée, même à travers mes grossesses. J'ai eu des grossesses excessivement difficiles. Là, j'en reviendrai plus tard avec la maladie aussi que je connaissais même pas. Mais je me suis tout entraînée, j'ai tout le temps été active, j'ai tout le temps couru, j'ai tout le temps... Fait que, tu sais, ma jambe, ça a tout le temps comme bien été. Mais cet été, j'ai vécu une séparation. Fait que j'ai tombé en grosse dépression, ce que moi, dans la vie, il faut vraiment que je sois comme à terre pour connaître. Puis, je me suis moins entraînée, j'allais moins marcher, puis j'avais comme des douleurs dans les jambes en même temps. Fait que, tu sais, c'est dur comme de dire, je vais aller prendre une marche quand le crime t'as mal, puis psychologiquement, t'as mal aussi, là. Fait que j'ai juste décidé de prendre un petit break d'entraînement, puis... une journée, j'étais en train de marcher, puis je me disais, crime, pour moi, je suis bloquée du nerf sciatique. J'ai le nerf sciatique ben jamais. Fait que j'étais avec mon masso, puis je disais, hey, je suis bloquée. Fait que là, il dit, j'ai de la dispo dans 2 jours. Fait que moi, je chiale pas dans la vie, là. Moi, tu me dis, j'ai de la dispo dans 2 jours, je chialerai même pas, je vais prendre des petites pelules, puis je vais t'offrir 2 jours. Puis honnêtement, pour qu'un masso ait de la dispo dans 2 jours, c'est bon, là. Moi, je connais, tu sais, mettons Martine qui est masso juste à côté. Des fois, c'est 2-3 semaines d'attente avant d'avoir un c'est rendez-vous, ça, là. là. Ben, il sait que quand je le texte, c'est que je suis barrée, là. C'est ça. Tu sais, je veux dire, il m'a massé souvent en grossesse justement pour le nerf sciatique, tu sais. Moi, quand mon nerf sciatique, qui n'est pas finalement mon nerf sciatique, j'ai jamais été fucking bloqué du nerf sciatique de toute ma vie, tu sais. Mais quand je le textais, mon nerf sciatique était pris et il me trouve de quoi assez rapidement. Fait que là, je passe ma journée le lendemain, j'ai mal, là, puis je suis en douleur. Là, puis pour que je sois en douleur, j'ai accouché à frette, là, puis je me suis jamais plaint. Là. Fait que, tu sais, pour que je sois en douleur, ma mère, elle m'a vu arriver chez eux un matin. J'ai dit, maman, donne-moi des antidouleurs, il faut que j'aille travailler, puis j'ai trop mal à la jambe, j'ai trop mal au dos. Puis elle a fait, c'est pas normal. Je dis, ouais, je m'en vais me faire masser là, tantôt. Là. Puis elle était comme si tu boites. Là. Tu sais, je peux bien croire que ton nerf sciatique il est jamais, mais tu boites. Là. Mais je dis, non, je vais aller travailler pareil. Je m'en vais travailler. Plus que je travaille, plus que les antidouleurs font effet. Fait que plus que je sens plus à douleur. Mais là, je sens une pression. Là. Tu fais quoi comme travail? Je suis coiffeuse. Ah ouais, fait que t'es debout tout le temps en plus, là. Fait que là, je me mets à sentir une pression. Puis là, je pogne ma jambe, tu sais, je commence à bouger ma jambe, puis je me dis, crif, me semble être enflée. Me semble qu'elle est mauve. Puis là, je me mets angoissée dans ma tête. Mais en même temps, j'essaie que ça paraisse pas, parce que moi, il faut que je finisse mes clientes. Là, ils ont le déco sur la tête. Là. Je peux pas faire comme m'en va, puis genre, je te laisse la tête que t'as. Là. Tu comprends? Là? Moi, le temps que les antidouleurs fassent effet, ma tête est en train d'être montée. Là, fait que pas le choix de la finir. Je me plains pas. Ma cliente, elle me dit, Cécile,
au pire, je vais me sécher à l'air. Non, je vais te finir. Mais en dedans, je broyais. Là. J'étais comme, c'est un mal que j'ai jamais connu. J'avais littéralement l'impression que le corps allait m'exploser. Et ta jambe est en train de devenir Elle mauve. est en train de devenir mauve, ouais, puis de prendre vraiment de la grosseur, là. Ce qui est un bon signe habituellement. Ouais, c'est ça. Ouais, quand même, normalement. Mais tu sais, je me dis, hey, mon nerf sciatique est tellement bloqué. Tu comprends-tu? Moi, je suis là dans ma tête, là. Je suis là, mon nerf sciatique est tellement bloqué qu'il bloque ma circulation, là. Dans ma tête, à moi, c'était la même douleur que j'avais connue enceinte. Puis enceinte, on me répondait que c'était mon nerf sciatique. Je veux dire, t'as beau aller taper sur Google, mal de dos qui descend jusqu'aux pieds, nerf sciatique, tu comprends? Fait que moi, dans ma tête, à moi, ça a tout le temps été le nerf sciatique. Fait que là, je m'en vais à l'hôpital, puis je dis carrément, j'ai le nerf sciatique de bloqué, mais il est tellement bloqué que ma jambe vient mauve. Puis la fille, elle fait « Oui, ton nerf sciatique, je vais te faire attendre là. On va aller te chercher une jaquette d'hôpital, puis on va te monter en écho. » Fait que moi, encore là, je me dis, c'est pas drôle, il me monte en écho pour mon nerf sciatique, tu sais. J'ai jamais pensé à un caillot. Pour vrai, j'ai 27 ans, je suis full en santé, je suis full active. Je veux dire, quelqu'un qui fait une flébite dans la vie, c'est quelqu'un d'obèse, c'est quelqu'un qui prend pas soin de sa santé, c'est quelqu'un qui est plus vieux. Je sais parce que sur l'étage à l'hôpital avec moi, c'était que ça. Tu sais, je veux dire, c'est pas moi. T'étais pas le patient type de l'étage. Non, je pèse 125 livres. Je veux dire, je m'entraîne, je cours. J'ai arrêté 2 mois de m'entraîner. Fait que je veux dire, c'est pas moi, là, tu sais. Fait que moi, je me mets même pas ça dans la tête que ça peut être ça. Finalement, ils me font l'écho. Tout est beau. Vous pouvez retourner chez vous. La technicienne. Fait que là, je fais OK. Là, le médecin rentre. Puis il dit, je vais juste regarder. Parce que moi, je me suis dit que ta jambe était mauve. Puis si ta jambe est mauve, pas mal sûr qu'il n'y a rien qui est beau. Là. Non, c'est ça. Là. Fait que finalement... Merci à ce médecin. Sérieux? On le remercie. Fait que finalement, il me fait l'écho, puis il me dit, là, il dit, tu vas vivre quelque chose de vraiment plate. Mais il dit, il va falloir que je chicane solidement la technicienne. Parce qu'elle a regardé à partir du début de ta jambe et non à partir de ton ventre. Et tu as un caillot de 6 pouces dans le ventre. Fait que là, la technicienne, elle revient, puis elle se sentait tellement mal, elle pleurait, la pauvre, là. Mais tu sais, je veux dire, t'as la jambe mauve, tu vas pas regarder dans le ventre, là. Je veux dire, comme... non, mais en même temps, t'as la jambe mauve, tu trouves rien, tu fais pas, tout est beau, va-t'en chez vous, tu comprends? Ouais, clairement. Ouais, clairement. Tu vas remonter un peu plus haut. C'est ça, moi, je me dis, rendu là, mais tu fais quelque chose. C'est ça, je me dis, rendu là, t'es comme, bon, ben, il y a pas de problème avec ta jambe. Clairement, il y a un problème ailleurs. On va continuer de regarder, tu sais. En tout cas, je suis pas médecin, là, mais voilà, je suis hypocondriaque. Fait que moi, c'est ça que j'aurais fait. À moins que tu sois en train de te métamorphoser en schtroumpf de nulle part. Là, ben, comme... moi, tu vois, je serais retournée chez nous et j'aurais été faire masser mon asiatique, tu sais. Fait que là, c'est parce que j'ai la jambe mauve. Là. Tu peux juste masser, ça va passer. Je suis pas mal sûr que ton masseau, il aurait fait comme pardon. Il m'aurait pas passé, il me l'a dit après. J'ai envoyé une photo, puis il était comme non, tu serais arrivé de même, ma belle, puis tu retournes à au l'hôpital. direct, là, fait que, tu sais, quand même. Fait que là, le médecin dit carrément à la technicienne, cette patiente-là, je lui donnais 24 à 48 heures. Le caillot est en train de migrer vers en haut avec la pression. Fait que, il dit, elle serait carrément morte. Fait que finalement, je sors. Je m'en retourne dans l'urgence sur une civière. Ils reviennent me rechercher et ils vont me faire passer un taco pour finalement se rendre compte que j'étais rendue avec 3 embolies. Fait que le caillot avait vraiment commencé à migrer vers en haut, mais quand même des bons morceaux du caillot qui commençaient à migrer vers en haut. Puis j'avais tellement de misère à marcher que je marchais pas, fait que j'avais pas senti que j'étais essoufflée, mettons. Fait qu'après ça, il me retourne en bas et il y a un médecin spécialiste qui vient me voir. On s'entend qu'à Saint-Georges, je ne suis pas spécialisée dans grand-chose, mais il était quand même spécialisé un peu du cardiovasculaire. Et il m'annonce que j'ai le syndrome de May-Turner, qu'il a fallu qu'il aille voir dans ses livres parce que c'est un syndrome qui est excessivement rare et je vais être obligée d'être transférée à l'hôpital Saint-François d'Assise le lendemain à Québec d'urgence pour voir qu'est-ce qu'on en fait avec ça. Fait que finalement, je suis transférée à Saint-François d'Assise. Ils me disent que c'est une très grosse intervention. C'est quand même un gros caillot de 6 pouces. Là. C'est dans les gros caillots qu'ils voient, caillots de phlébite dans la jambe. Là. Fait qu'ils sont obligés de caler une machine pour aller mettre des filtres dans tous mes organes vitaux avant de faire l'intervention, parce que si le caillot détache, ce qu'il est en train de faire, il migre à quelque part, c'est terminé, là, genre c'est fini. Fait qu'on attend 3 jours le temps que la machine arrive. C'est une nouvelle machine, fait qu'en même temps, il y a un représentant dans la pièce où je me fais opérer. Puis moi, je décide de refuser, en plus de ça, d'avoir
de me faire semi-endormir, là, de me faire comater parce que tu es sur le ventre là, pendant un angio, fait que tu peux littéralement pas te faire endormir. Fait que moi, je suis là, le représentant qui explique au médecin quoi faire. Il est comme, moi, dans le fond, ça, c'était machin. Ah, OK, ça, on va faire ça. Puis moi, je suis comme, ma vie est entre vos mains. C'est vraiment fun. C'est moi le testeur. Puis c'est parce que je m'en rends compte, là. J'ai la TV en avant de moi, puis je sais, vous êtes tout dans mon corps, là, tu sais. Ouais, c'est ça. C'est super sympathique. Fait que là, sur le coup, tout se passe bien. C'est extrêmement douloureux. Par exemple, là, ça a été assez rapide que j'ai regretté de ma tête de cochon de genre, je veux rien. Là. Mais pourquoi tu voulais rien? Je pense garder le contrôle un peu. Okay. Tu sais, moi, il faut que je garde le contrôle de pas mal tout ce qui m'appartient dans la vie. Là. Puis là, de ne pas avoir eu le contrôle sur mon corps pendant 3 jours que, genre, tu prends telle pilule, tu fais telle affaire. Là, quand ils m'ont dit « Est-ce que tu veux être gelé? » Puis j'ai pu répondre non. J'ai juste répondu non, là. C'est juste pour pouvoir être 100% là, puis s'il se passe quelque chose, de m'en rendre compte. Finalement, je suis rentrée en hémorragie, fait que je m'en suis rendu compte aussi. Fait que ça, finalement, j'aurais pas voulu m'en rendre compte. Là, ils m'ont endormi parce que l'hémorragie, c'était assez intense. Puis, je me rappelle que l'hémorragie était tellement grosse que moi, il m'avait dit, vu qu'il m'anticoagulait, j'allais tomber dans mes règles. Il avait dit, tu vas tomber dans tes règles puis ça va être intense, tu sais. Fait moi, la seule affaire dans mon cerveau de fille comatée, c'était, je viens de tomber dans ma semaine. Oh. Parce que je voyais du sang tomber de la table, tu sais, mais dans le fond, c'était littéralement juste... Quand je me suis réveillée après... J'ai dit, je suis tombée dans ma semaine. Puis elle était comme, non, t'as rentré, on a failli te perdre encore, là. Genre, non, on a failli te perdre, là. On n'était pas capable d'arrêter le sang, on t'a refermé. Fait que moi, je pose pas de questions. Ils me disent, tu sors demain. Fait que je fais, c'est une phrase que tu te fais pas dire à tous les jours, hein? On t'a refermé. On t'a refermé. Mais ça, là, c'est clé, on t'a refermé, là. Parce qu'ils m'ont refermé pendant que j'étais en hémorragie, OK? Mais là, ce qui s'est passé, c'est que moi, 2 heures plus tard, je me mets à filer mal, puis je ne sais pas pourquoi, puis je me mets à sentir une énorme pression dans ma jambe, et je ne sais pas pourquoi. Puis finalement, j'étais en hémorragie interne maintenant, parce qu'ils m'ont refermé sans arrêter le saignement. Non. Ouais. Non. Oui. Sans arrêter le saignement, fait que j'ai rentré en hémorragie interne, et là, ils m'ont encore comaté pour pas que je me rende compte de qu'est-ce qui se passait parce que c'est la même infirmière qui avait fait le premier diagnostic qui a fait ça. La pauvre. Et puis à même hôpital, on la bâche encore. Non. Mais c'est ça. Fait que là, j'avais juste comme des petits bouts où je me réveillais quand j'étais due pour avoir, mettons, mes médicaments. Je me réveillais peut-être aux 20 minutes qui me donnaient des énormes doses de morphine cutanée. Puis j'entendais juste des petits bouts. On va la perdre. On fait quoi? Puis là, je voyais des médecins que je connaissais pas rentrer dans la chambre puis se parler. Puis moi, je pouvais même pas parler pour me demander qu'est-ce qui se passe. J'étais littéralement un légume, là. Fait que tout ce que j'entendais, c'est « on va la perdre ». Là, on va la perdre. Puis à un moment donné, ça s'est mis à sonner. Puis j'ai un attroupement de monde qui sont juste arrivés dans la chambre puis qui m'ont juste sauté dessus. Puis là, j'ai vraiment comme perdu la carte. Quand je me suis réveillée le lendemain, ils m'ont dit que mon muscle de mollet avait absorbé le sang. Dans le fond, c'est comme ça, quand tu fais une hémorragie interne, ton muscle, c'est comme une éponge, il absorbe le sang, mais aussitôt que la capacité de ton muscle à absorber du sang est dépassée, ben ton muscle, il pète. Fait que là, il était comme, on se demandait si on ouvrait ton muscle. Si on ouvre ton muscle, après ça, l'usage de ton muscle est vraiment rendu excessivement difficile. Puis on serait pas mieux parce que tu aurais starté en hémorragie externe encore. Puis la première fois, on n'a pas pu l'arrêter. Fait que là, on aurait encore moins pu l'arrêter. Ou bien, on arrêtait tes anticoagulants, on ne te donnait pas la prochaine dose, puis on espérait que ton corps coagule. T'sais. Hope for the best. Ouais, c'est ça. Fait que finalement, ce qui s'est passé, c'est que mon corps a effectivement coagulé. Fait que ça l'a terminé là. Fait qu'il a fallu que je fasse de la physio pendant une journée. Je pouvais plus marcher. Mon muscle était gorgé de sang. Fait que finalement, ils me disent encore une fois, tu vas sortir demain. Fait que moi, super contente, je vais sortir demain. Je peux veiller à mes occupations, tout va bien. Le matin que j'étais supposée de sortir, je me mets à avoir excessivement mal à ma jambe et elle recommence à être mauve. Fait que là, ils me disent, c'est normal. Puis je suis comme, écoute bien. Tu vas aller me chercher un autre médecin. Oui, c'est ça. Je vais te demander un deuxième avis, puis tu vas aller me chercher le médecin, le surspécialiste qui m'a vu en rentrant, qui m'a parlé de ma maladie, puis j'ai dit, c'est son avis à lui que je veux. Fait qu'il vient me voir, puis il me dit, on va te faire passer un taco.
parce qu'il dit, effectivement, c'est pas normal, mais ça pourrait être juste un hématome dans ton muscle qui fait que, comme, c'est quoi ça le fait taco? mal. C'est ça, j'allais dire pour ceux qui imaginent Un IRM. Ben non, c'est un IRM, mettons, là, Ok. fait que c'est un scan. Là, fait qu'on va te faire passer un scan. Là, J'ai entendu ça souvent, puis à chaque fois, je suis comme... Ben, c'est qu'ils ils te mettent de j'ai juste l'iode, une puis ils voient image de tout... très ils voient gros tout- taco. Ouais, ils voient toutes tes veines, mettons, là, fait que j'en ai passé 12 en l'espace d'une semaine. Fait 3 que, dudes avec des déjà, de sombreros à côté de l'iode. toi qui t'encouragent. Hey, sérieusement, je me demandais quand j'allumais dans le noir, là, j'étais comme, j'ai-tu une carte à points à m'amener, puis genre, on poinçonne, puis comme, à la fin, j'allume, là, parce Ouais, c'est que ça. 12 dans l'espace d'une semaine, je suis pas mal sûre que c'est pas normal, tu sais. Tu sais, t'es tout le temps comme, on va t'envoyer pour ça, on va t'envoyer pour ça. OK. Un autre, tu sais. un autre. Fait que là, finalement, je reviens de ce fameux test-là et j'ai 2 médecins assis sur mon lit. Puis les médecins... Qui te regarde, tape sur le lit. c'était viens carrément t'asseoir. ça. Puis tu sais, les médecins, je le savais en tabarouette lequel était lequel. Fait que je le savais en tabarouette que, OK, pourquoi j'ai l'ortho et pourquoi j'ai le spécialiste des phlébites sur mon lit. Parce que comme lui, j'étais plus supposée le revoir, là. Puis il me dit, écoute, il dit, on a pris un guess, on a arrêté tes anticoagulants. Fait qu'il dit, on a sauvé ta jambe. Mais il dit là, le problème, il dit, c'est que ton corps est rempli de cailloux. Gros comme des raisins. Non, Oui. non. T'en as plus d'une centaine dans ton Non. corps au complet. OK, Non. pas 2-3, là. Non, j'en avais vraiment beaucoup dans mon corps au complet, gros comme des raisins qui faisaient juste se promener et atteindre mes poumons et atteindre mes organes. Là, c'est rendu que j'en avais dans la vessie, j'en avais des reins, j'en avais encore, je suis rendue à 6 embolies là, en tout. Là. Fait que, tu sais, j'en avais encore d'un poumon. Le poumon qui était clear, le poumon qui avait absolument rien, là, il y en avait quand même des gros de collés dedans. Fait que là, il était comme, écoute, on va caler encore le même tuteur parce qu'on peut pas t'aspirer 50 cailloux. Techniquement, 100 cailloux. Techniquement, on peut même pas aspirer. On va essayer de juste l'aspirer le plus possible parce qu'on peut pas comme drainer ton sang au complet. Fait qu'on va caler le tuteur et on attend 2 jours. Et quand les tuteurs vont arriver, ben, on va retourner en angio. Le soir, la morphine se met à arrêter de faire effet. Fait que, hey, 100 cailloux dans ton corps, là, quand ton corps décide qu'il est 100, là, il est 100 en tabarouette, OK? Fait que là, finalement, ils ont été obligés de me monter aux soins intensifs parce que les cailloux commençaient à juste prendre l'ampleur et à juste se répandre partout dans mon corps. Puis moi, là-dedans, je suis quelqu'un qui me plaint pas, mais quand c'est rendu que je me tiens au barreau de mon lit et que j'ai envie de pleurer et que j'ai passé ma journée à que faire ça, puis il me piquait sous-cutané, puis c'était pareil comme s'il me donnait absolument rien tellement que mon corps était juste à bout, plus capable. Fait qu'ils m'ont plongé dans un coma et quand ma mère est arrivée le lendemain matin, ils m'ont dit « On n'a pas le choix d'aller y en enlever là. » Pas de tuteur. Fait que là, est-ce que votre fille a de la famille autre que vous? Ma mère a fait oui, ma fille a 2 enfants. Fait que c'était comme ah, OK, on les a pas vus, non, parce qu'ils voulaient pas. Tu sais, mes parents voulaient pas que mes enfants voient mon état dans le lit d'hôpital. J'étais pas belle, là, genre, j'étais sa grosse morphine, je savais pas à moitié ce qui se passait. Non, J'étais mais pas c'est là. surtout que je j'étais pense pas- que tu veux pas stresser les enfants avec ça non Ben, plus. Ben c'est non, ça. c'est ça, les pauvres cocos, là, genre, ils veulent pas voir maman à l'hôpital, c'est à moitié légumes, là, tu sais. Mais toi, là-dedans, t'as-tu paniqué un moment donné ou Je pense que j'étais tellement gelée que non? que j'étais comme Consciente. consciente Ok, de bonne chose. tout ce qui se passait, tu sais. Puis ça a tellement été une shitload d'informations sur un court laps de temps que je pense qu'à un moment donné, mon cerveau a juste pas procédé à tout analyser. Là. Il a comme classé là, les affaires. Tu sais, au début, quand je suis rentrée, quand ils m'ont parlé de mon syndrome de May-Turner, ils m'ont dit « Écoute, on va peut-être être obligé de te mettre un stent dans le ventre pour ouvrir ta veine parce que ta veine est maganée. Fait que ça t'empêcherait d'avoir d'autres enfants. » Moi, j'ai même pas repensé à ça, tu comprends? Là, moi, ils m'ont fait ma première enjeu, ils m'ont dit « On n'a pas mis de stent, tout est correct. » J'ai dit hey, « Je me rappelais même plus. » Là, tu sais. Fait que tu sais, il y a toutes plein de choses comme ça que moi, je me suis juste pas rendu compte, puis qu'après, c'est toutes des affaires qui m'ont repopé, mettons. Fait que là, ils disent à ma mère et mon père qu'il faut que les deux soient là durant l'intervention parce que c'est une intervention où j'ai des grosses chances de ne pas y passer. J'ai beaucoup trop de cailloux dans mon cerveau. Fait que ma mère est obligée de rester avec mon père qui ne s'entendent pas du tout. Ça devait être super incroyable, mais ça, on leur laisse le moment. J'étais pas là. J'étais là, mais j'étais pas là. mais j'étais pas là. Fait que finalement, la deuxième intervention a été quand même une super de grosse intervention. J'avais des surspécialistes qui étaient avec moi en arrière de la vitre qui prenaient des décisions sur le coup. Comme on pensait, je suis encore rentrée en
tu sais, je saignais encore partout. Ça s'est vraiment pas bien passé. Mais là, j'étais endormie parce que ça fonctionnait juste pas. Et j'avais tellement de douleur, ça faisait tellement mal. Il a fallu vraiment qu'il aille aspirer dans mes reins. Il a fallu qu'il aille... C'était épouvantable là, pour elle. C'était vraiment terrible. Et malheureusement, ils ont été obligés de me poser le tuteur dans ma jambe parce que ma jambe est en train de mourir. Parce que dans le fond, quand ils ont été tout enlevés les caillots, ben ça faisait 2 gros caillots que ma jambe avait dans la même veine. Fait que la veine, elle a été soutenue pendant une semaine. Fait qu'elle avait juste à se rétracter puis il n'y avait plus de sang qui passait. Fait qu'ils n'ont pas eu le choix de me mettre le tuteur dans la jambe. C'était ça ou ma survie. Fait que, tu sais, ils ont décidé pour moi que j'allais plus avoir d'enfant. Puis, tu sais, je veux dire, c'est bien correct à un moment donné. Mais t'en aurais pas eu si t'étais morte non plus. Fait qu'en ben même temps... non, c'est ça, là, tu sais. Fait que rendu là, sauve là ma jambe, là. Fait que finalement, je suis sortie et je suis restée 4 jours aux soins intensifs. Après ça, ils m'ont sorti directement de l'hôpital, puis ils m'ont donné des suivis. Moi, ma sortie de l'hôpital, là, je savais pas c'était quoi de vivre post-phlébite. OK? Il m'avait dit que je pourrais plus m'entraîner. Il m'avait dit que juste marcher, ça va me prendre de la réhabilitation. Fait que, tu sais, je m'étais dit comme, c'est normal que j'aille mal. J'avais excessivement mal, puis je me disais, c'est normal, ils me l'ont dit, tu sais. Jusqu'à temps que je m'évanouis dans les GA. Là, Non, mais c'est normal. Non, c'est ça, mais c'est normal. Mais tu sais, à chaque fois, je leur disais, mettons, j'ai comme mal là. Tu sais, moi, je me plains pas. Mais c'est tout le temps, c'est normal, tu viens de faire une phlébite, c'est normal. Mais tu sais, les gens vont se plaindre des fois pour des petites douleurs que, justement, mais moi, je vais juste littéralement jamais me plaindre dans la vie. Je vais rester chez nous au pire, puis je vais le passer chez nous, tu sais. Puis, je suis retournée à l'hôpital. Et ils m'ont monté encore directement à Saint-François-d'Assise. J'avais un autre embolie qui s'était refait dans mon poumon. Puis là, il était comme là, c'est parce que tu es ces anticoagulants. C'est pas normal là, que tu fasses, que tu continues à... T'as un nouveau caillot, là. C'est pas normal. Moi, tout le monde me dit que c'est normal ouais, depuis c'est ça. tantôt. Ben, moi, depuis tantôt, là, tout le monde me gosse que tout est normal de ce que je fais, fait que de ce que j'ai. Fait que je pose pas de questions, tu sais. J'arrive à l'hôpital à Saint-François-d'Assise, ils me font un scan et découvrent que j'ai un caillot d'1 mètre dans le corps au complet. 1 mètre? 1 mètre. Alors, mon caillot part de mon ventre, il coupe dans mon stent et il descend jusque dans mon talon. Ouais. Super. Ouais, 1 mètre. Fait que là, fait que moi, ça va vraiment comme en dégradant, là. Tu sais, puis à chaque fois, je suis comme, écoute, rendu là, 1 mètre, on fera 1 mètre et quart et tout. Je veux dire, tu mesures combien rendu là? Rendu là, tu sais. Puis là, je suis descendue de Saint-François-d'Assise parce que j'ai refusé d'être hospitalisée encore une fois parce que de toute façon, ils ne peuvent plus aller faire d'angio quand tu as un stent. Fait que c'était comme tu restes à l'hôpital jusqu'à temps que rendu là, je vais me retourner chez nous. Et la spécialiste de Saint-François-d'Assise m'appelle et me dit, écoute, je ne vais pas passer par 4 chemins. En ce moment, on ne sait pas ce qui se passe. Tu coagules et pourtant, tu as une double dose d'anticoagulant. On a augmenté jusqu'à temps que comme on voyait que ça fasse quelque chose dans ton sang parce que ça faisait rien, tu sais. Fait que j'étais sur fragment. Normalement, pour mon poids, ça serait fragment 8000 et j'ai fini avec fragment 18 500. Fait que dans le fond, il fallait que je me pique avec 2 injections. Oh, tu te piques en plus? Ouais, il fallait que je me pique, ouais. Fallait que je me pique avec 2 injections parce que ma dose ne se faisait même pas dans un parce qu'elle était inexistante. Moi, j'arrivais à la pharmacie, là, puis ils me disaient, c'est la dose de quelqu'un qui pèse 350 livres. On donne ça à un cheval. Pas mal sûr. Mais on donne juste pas ça. C'est ça. Fait que je suis pas mal sûre que ça... Puis j'étais comme, oui, c'est normal. Oui, mais en plus, tu as de l'aspirine. Oui, c'est normal. Puis j'ai un caillot d'1 mètre, puis il part quand même pas, tu sais. Fait que là, elle m'a dit, je passerai pas par 8 chemins. Je sais que tu as 2 enfants. Ton testament serait peut-être bon à faire. Parce qu'en ce moment, on ne comprend pas qu'est-ce qui se passe. C'est toutes des choses que normalement, dans une vie normale de quelqu'un qui fait une phlébite, ça se passe pas, tu sais. Surtout considérant que t'es une fille de 27 ans qui s'entraîne, qui est en forme, qui mange bien, qui est pas en surpoids. Moi, les infirmières venaient me voir dans ma chambre là, puis ils me disaient y a-tu un malentendu quelque chose? Genre, t'es-tu à la bonne place? Là? C'est parce que ça marche pas. Là. Pourquoi t'es ici? Puis j'étais comme, tout ce que je sais, c'est que j'ai un syndrome. C'est tout ce que je sais. Puis elle était comme, ouais, mais ton syndrome, il est réglé avec ton... Oui, il est réglé avec mon stent. On comprend pas ce qui se passe. Il y avait autre chose, là, mais personne ne comprenait. Tu sais, il me faisait des tests dans mon sang, puis personne ne comprenait, puis personne ne comprenait rien parce que mon sang, tout était beau, tout était correct, il n'y avait aucun problème, il n'y avait rien. Fait que finalement, j'ai fait mon testament, j'ai préparé mes choses pour mes enfants et je savais juste pas c'était quoi la suite. Là. J'ai été jusqu'à monter à Montréal pour avoir une deuxième avis, tu sais. Mais une chance que je suis montée à Montréal parce qu'à cause que je suis montée à Montréal à l'hôpital, à l'urgence, by the way, vos urgences sont épouvantables. Attends, moi, je m'associe pas à Montréal. Là. Ça n'a aucun sens. Moi, je suis traumatisée de cet hôpital-là. Là. Ça n'a pas de bon sens. Là. Mais
On peut bien bitcher sur les hôpitaux à Québec, là, mais pour vrai, Montréal, c'est vraiment une coche au-dessus. Moi, je butche constamment sur Montréal. J'adore Québec. Ah, c'est ça, on remercie les gens de Québec. Mais grâce à ça, j'ai pu être en contact avec une hématologue, oncologue hématologue à Québec, qui était vraiment spécialisée dans les problèmes sanguins, qu'on a fini par trouver que mon corps réagit à l'estrogène. Mon corps réagit littéralement à ma propre estrogène. Tu sais, l'hormone là, que les filles ont en grande quantité. On vient justement de faire un podcast avec ben une, oui, en plus. avec une spécialiste là-dedans. Mais tu sais, souvent, les filles vont réagir à l'hormone d'estrogène, mettons, la synthétique. Ouais. Mais moi, mon corps, il défend la mienne aussi. Fait que mon corps, au contact de l'estrogène, ben, il coagule. Mais c'est poche, mais dans la vie, je peux pas me débarrasser de mon estrogène. Ben non. Puis le fait qu'on me donne des anticoagulants, ça fait absolument rien parce que ça l'enlève pas l'estrogène que j'ai dans le sang. Fait que ça vient comme s'annuler, mettons. Fait que tu sais, j'ai beau avoir une double dose de cheval, ben mon corps va quand même prendre mon estrogène puis va quand même coaguler pour venir comme s'en défaire. La fille est rendue avec la dose de l'étable au complet. Ouais, c'est ça, limite, là, sérieusement, limite rendu là. Juste 2 fois de l'aspirine en plus des anticoagulants. Là. Moi, je me pète une jambe à quelque part, là, je suis mauve au complet. Tu sais, tellement que... Mais c'est ça. Fait que... Ils savaient juste pas quoi faire. Même, ils peuvent rien faire pour mon cas encore en ce moment. Puis, tu sais, quand je suis sortie de l'hôpital, il m'avait dit il faut vraiment pas que tu bouges beaucoup. Il faut que tu laisses ta jambe dans les airs. Il faut pas que tu fasses grand-chose. Il faut pas que tu bouges. Puis moi, je suis quelqu'un d'actif dans la vie. Là. Puis j'avais toutes sortes de sortir de l'hôpital pour juste aller au gym puis me vider la tête. Là. Parce que pour quelqu'un qui s'est tout le temps entraîné, là, de littéralement plus pouvoir rien faire, puis tu dis que pour le restant de sa vie, il pourra plus rien faire non plus, c'est vraiment rough. Puis finalement, qu'après, en faisant quand même rien et en écoutant toutes les recommandations, j'ai un caillot d'1 mètre dans le corps, là, puis qu'ils me disent on peut pas rien faire, on sait pas quoi faire avec ton cas, on connaît pas ça. Je me suis dit écoute, moi je connais mon corps, puis moi je sais que pendant tant d'années, ça l'a super bien été parce que je m'entraînais. Fait que pourquoi j'arrêterais de m'entraîner? Je vais continuer, puis je vais voir qu'est-ce que ça fait, dans le fond. Fait que le mois de septembre-octobre, je me suis entraînée comme jamais. J'ai entraîné mes jambes, là, le double puis le triple de fois que normalement j'en faisais. Je faisais des jambes à tous les jours. Là. Ah, mais rendu là, t'as quoi à perdre? Ouais, c'est ça. Là. Tu sais, je dis à ma mère que j'aimerais mieux au pire avoir un caillot qui me passe à quelque part au gym qu'avoir un caillot qui me passe à quelque part puis être chez nous puis juste à rien faire. Tu vas littéralement pouvoir dire que t'es allé jusqu'à l'échec, là. Ah ouais, littéralement, là. Elle est morte d'un échec. Je suis échec musculaire. Ouais. Je suis l'échec. Mais ouais, fait que j'ai fait ma tête de cochon, puis ma mère était stressée, là. Parce que, tu sais, il avait dit à ma mère, si elle bouge trop, les caillots vont décoller. Le caillot d'1 mètre va décoller, il va monter. Puis en même temps, tu fais rien, puis le caillot, il ouais, grossit c'est ça. pareil. Ben, c'est parce que j'avais l'impression d'être juste assis, puis juste attendre que, comme, ça de mourir, ah, là. ouais. Tu sais, parce que c'est ça qu'ils me disaient, eux autres, à l'hôpital, là. Tu sais, les spécialistes, ils me disaient, comme, fais ton testament, puis lève tes jambes. Jusqu'à temps que... Ouais, c'est ça. Puis j'étais comme, non, je vais essayer autre chose, là, tu sais. Puis finalement, c'est littéralement ça qui m'a sauvée parce que quand je suis arrivée en novembre à mon écho, ben mon caillot avait diminué de moitié. Fait que c'est littéralement ça. Puis ils m'ont carrément dit, c'est un miracle. Puis j'étais comme, le miracle, je te l'ai fait. Parce que je connais mon corps et je savais de ce que mon corps avait besoin, tu sais. Fait que moi, en novembre, quand ils m'ont dit que ça s'est super bien passé, là, moi, mon plan que j'avais dans ma tête depuis ma première angio, puisqu'avant de partir à ma première angio, j'ai dit à maman, si je sors d'ici vivante, je commence ma prep en novembre. Puis ma mère était comme, elle a toujours su que j'ai voulu faire du bodybuilding, mon père en faisait. Fait que j'avais pour plan 2026, mais tu sais, rendu là, je vais-tu me rendre en 2026? J'en ai aucune idée. Puis j'ai 4 ans de muscle de bagage. Là. Ça faisait 4 ans que je m'entraînais pour ça. Fait que tu sais, je me disais au moins, je pars pas de rien, tu sais. Fait que là, ma mère, quand je suis partie à mon angio, était là, tu fais dodo, on s'en reparle. Mais moi, j'en avais reparlé à personne. Elle s'en souviendra pas. Mais moi, j'en avais reparlé à personne. Là. Tu sais, j'avais jamais reparlé de ça à personne. Le 1er janvier, gros souper de famille. Comment ça se passe, toi, ta santé? J'ai dit, ben moi, je vous annonce que je starte en prep demain pour une compétition de bodybuilding. Puis tout le monde était comme, non. Bonne blague. Oui. Non. Oui. Ouais, ça se passe. Puis ma mère, découragée, mais en même temps, elle a crif, c'est ça qui la sauve. Fait que, tu sais, rendu là, on va continuer de même. Puis là, je me dis, je vais en parler à mon spécialiste aussi. J'en parle à mon spécialiste. Puis, tu sais, avec tout ce qui s'est passé,
mon cœur est rendu plus gros parce que, veux pas, un cœur, c'est un muscle. Fait que plus qu'il pompe, plus qu'il y a de la misère à pomper, plus qu'il grossit. Fait que je peux pas manger de gras parce que je peux développer aucun cholestérol. En plus que j'en ai beaucoup dans ma famille, je suis obligée de toujours bouger. Faut que je fasse 45 minutes de cardio minimum à tous les jours pour faire circuler mon sang assez vite pour pas qu'il coagule. Il faut que j'entraîne mes jambes aux 2 jours. Parce qu'il faut que mon ischios soit pompé pour faire pomper mon muscle, pour faire pomper mon sang dans ma jambe comme il faut. Fait que, tu sais, de toute façon, ma mère était comme, tout ce que tu as besoin de faire pour une prep de bodybuilding, ben tu le fais déjà, puis tu es obligé de le faire à vie. Fait que, pour rester en vie. Pour rester en vie. Parce que moi, tu m'aurais sorti de l'hôpital puis tu m'aurais dit, OK, tu n'as plus le droit de manger de gras, il faut juste que tu manges bien, il faut que tu fasses au moins 45 minutes de cardio par jour, il faut que tu entraînes ta jambe aux 2 jours pour survivre. J'aurais fait... C'est pas assez, là. Moi, c'est pas une bonne raison, là. Tu comprends? Moi, il me faut un but là-dedans. Mon but, oui, but, c'est de survivre. N'étant pas un but assez intense pour moi, tu sais. Mais juste, si je me lève à tous les matins puis je me dis, il faut que je fasse ça dans ma routine pour survivre, moi, donne-moi encore 10 ans puis genre, je me gonne, là. Genre, je peux pas, là. Je peux pas me dire à tous les jours que c'est juste pour pas mourir que je fais quelque chose. Là. C'est impossible. Là. Dans ma tête, à moi, ça fonctionnait pas. Il me fallait un but positif au bout de la ligne. Puis mon but positif, c'était une compétition, tu sais. Fait qu'à tous les matins, de me lever, de super bien manger, de tout écouter ce que mon coach me dit pour finalement arriver à un point positif autre que de survivre parce que je sais que je suis gravement malade, ben tabarouette, c'est crissement plus positif que quelqu'un juste qui se lève, puis tu finis que t'abandonnes, là. Tu sais, je veux dire, c'est tellement comme... T'es obligé, puis ta vie va toujours être comme ça, tandis que moi, j'ai une date. Tu sais, en ayant une date, je sais que la date est fictive dans mon sens à moi, que jamais je vais pouvoir recommencer à vivre comme quelqu'un de normal après, sauf que au moins, j'ai un point d'arrivée à quelque part, une date quelconque. Puis, mec, ma compétition soit passée, ben ma date, elle va juste être en 2026, tu comprends? Je vais juste avoir 1 an de date de compter de plus et non pas c'est quand je vais mourir au bout de la ligne. Là. Genre, je vais me rendre en 2026, j'ai une autre date à me rendre en 2026, tu sais. Fait que c'est juste comme de voir les choses un peu comme plus différemment, mettons, là, plus positif. Ça te donne un but. Tu sais, à un moment donné, c'est comme... Tu sais, oui, faire ça, à un moment donné, c'est pour que tu restes en vie, ce qui est quand même pas... c'est quand même bon, là. C'est quand même pas rien, là. On va se le bon, dire. Là. Mais c'est qu'à un moment donné, c'est que ça te prend un but au-delà de ça. Parce que rester en vie, pourquoi? Je pense que c'est une question qui vaut la peine de se poser. Tu sais, je veux dire, à un moment donné... oui, pour tes enfants, là, mais... Oui, pour tes enfants, ça doit peser dans la balance aussi. Mais oui, mais je veux dire, je peux pas me dire ça tous les matins quand non, je me lève. Ça, là, je veux dire, toi, tu dois avoir un but et des objectifs aussi. Fait que, tu sais, d'avoir quelque chose qui te pousse à te dépasser à travers ça. Parce que, mettons, faire ça pour rester en vie, c'est quand même pas rien, on va se le dire. Ouais, mais tu veux quelque chose qui va te driver, quelque chose qui va te motiver. Il y a une raison pour laquelle les gens ont de la difficulté à être motivés constamment dans la vie. C'est qu'ils n'ont pas de but, ils n'ont pas d'objectif, ils n'ont pas de motivation quelconque. Ils font ça souvent pour les mauvaises raisons, pour les autres, pour ce que les autres vont penser, vont dire, quoi que ce soit. Puis dans le fond, ils n'ont pas tant envie de faire ça. Mais si t'es hâte de faire quelque chose qui te drive, qui te motive, ça va être beaucoup plus facile à faire, puis tu vas avoir du fun à le faire. Ben oui, c'est ça, là. Genre, c'est quand tu sais que tu as un but précis à toi, puis que ton but, c'est quelque chose qui compte pour toi, c'est pas mal plus facile à faire que tu te dis... Parce que moi, si ça serait juste de moi, je veux dire, au pire des pires, c'est pas grave si je meurs demain, là. Je veux dire, j'ai mes enfants, c'est sûr et certain qu'il faut que je pense à eux autres en premier, mais tu sais, c'est pas tant nécessairement la fin du monde. Là. Fait que, tu sais, de me dire au moins que CRIF, j'ai un but au bout de la ligne, ben c'est pas mal plus encourageant que, genre, si je meurs, j'arriverai à rien, puis c'est pas tant grave. Là, mais c'est que ça donne un sens à ta vie. Ouais, comme exactement. tu dis, les gens, souvent, ont pas de sens à leur vie. C'est comme, je survis, je vis, je suis sur le pilote automatique, mais leur vie fait pas de sens. T'sais. Puis oui, pour survivre, mais pour survivre, l'image que moi, ça me donne de « faut que je fasse ça pour survivre », c'est genre un hamster qui court sans fin dans une roue. C'est juste ça, c'est comme dès que t'arrêtes, c'est comme si ta roue arrêtait d'alimenter, puis justement, ben, tu meurs. Fait que t'es comme forcé à « OK, mais ça finit pas. Il y a pas de fin à ça. C'est juste « faut que je le fasse, faut que je le fasse, faut que je le fasse », puis ça amène rien d'autre que ben, je peux faire ce que tout le monde fait, c'est-à-dire survivre puis être en vie. T'sais. Fait qu'au moins, avec des buts, ben, ça te donne un sens à ta vie. C'est comme « OK, mais je vis pour faire ça. » Ah ouais, exactement. Ah ouais, exactement. C'était carrément ça, là. Je veux dire, techniquement, j'ai une date de fin qui pourrait approcher littéralement n'importe quand. Fait que tu sais, rendu là de tout le temps te mettre des...
justement, comme dans le bodybuilding, que tu as tout le temps des dates de show, mettons, ça met plus des dates éloignées du fait que... Parce que pour vrai, je pourrais littéralement juste pas me rendre à la semaine prochaine. Tu sais, pour avoir juste de quoi qui pète là, puis que je me rends même pas, là, mais tu sais... Comment tu fais pour vivre avec ça? Parce que je sais que moi, faisant énormément d'anxiété, à vivre ce que tu vis, je pourrais pas vivre avec, clairement, là. Un tout petit peu. Un tout petit peu. Mais genre, il y a une partie de ma tête, en tout cas, qui serait tout le temps en train de paniquer. Genre, OK, y a-tu quelque chose qui est en train de péter à quelque part? Genre, je serais paralysée. Là. C'était ça avant que je commence ma prep. C'était littéralement ça avant que je commence ma prep. Que je commence ma prep, là, aussitôt que j'avais un petit mal à quelque part, j'étais comme... Ça y est. Ça y est, il y a de quoi qui marche pas. Puis, tu sais, il a fallu que je réapprenne à reconnaître mon corps aussi, là, parce qu'il y a des signaux que mon corps m'envoyait avant, que moi, dans ma tête, à moi, c'était juste des petits signaux niaiseux, que là, finalement, tabarouette, je sais, quand ça l'arrive, c'est niaiseux. J'ai oublié de prendre mes anticoagulants hier, là. J'ai eu une méchante pression dans la jambe toute la journée, puis j'étais pas chez nous. Je pouvais pas les prendre, là, mes anticoagulants. Tu sais, normalement, cette pression-là, là, moi, j'aurais dit comme « Ah, c'est parce que j'ai trop été debout toute la journée, mettons. » Parce que ça m'arrivait tellement souvent. Tu sais, c'est niaiseux, là, mais j'ai regardé mes photos d'avant, là. J'ai tout le temps eu un mollet plus gros que l'autre, là. Tu sais, j'ai tout le temps eu des petites affaires de même. Mettons, une nerf sciatique, justement. Moi, j'ai tout le temps pensé que j'étais vraiment maganée d'une nerf sciatique, là. Justement, enceinte, que je disais tantôt que j'allais revenir. Mes grossesses, là, j'ai fait un peu de prééclampsie, sauf que moi, ma pression était, à l'accouchement de mon dernier, là, était à 192/108, OK? Tout le long de ma grossesse, ma pression était dégueulasse, puis il fallait que je la prenne à la maison à tous les jours. Puis il me disait que c'était parce que j'étais trop stressée d'être enceinte. J'aimais pas ça. J'aimais pas être enceinte, j'aimais pas ça. Je filais comme une marde. J'avais mal partout. J'avais mal aux jambes. J'étais une pression tout en haute, là. Aussitôt que tu te lèves de ton divan, là, aussitôt que j'étais debout, c'était mortel, là, ma pression, là. Puis à chaque fois, il était comme, t'aimes pas ça être enceinte, t'aimes pas ça être enceinte. Puis là, à chaque fois, bloqué du nerf sciatique, de la misère à me traîner. Moi, dans la vie, je suis quelqu'un d'actif. Puis là, enceinte, pas capable de rien faire. Mais finalement, c'était le bébé qui pesait sur ma veine, qui faisait que j'avais peut-être 2 % de mon sang qui circulait dans ma jambe. Là. Je n'avais encore moins. Là. Puis mon corps était juste comme, s'il vous plaît, fais quelque chose, libère-moi, sors-le. Tu sais, j'ai accouché prématuré d'1 mois de mon plus jeune. Puis c'est pour ça, là, j'ai accouché prématuré d'1 mois parce que mon corps voulait juste le sortir au plus sacrant parce qu'à un moment donné, péter la pression dans le plafond, il pouvait juste plus. Là. Mais tu sais, ça, c'est tous des petits signaux que mon corps m'envoyait justement, mais qu'en sachant pas ma maladie, c'était comme... des signaux que n'importe qui pouvait avoir. Là. Dans ma tête, à moi, tout le monde pouvait être bloqué du dos. Tu sais, le nombre de monde qui disent « j'ai mal dans le dos ». J'étais comme « je suis avec mon nerf sciatique ». Mais à cette heure, je sais que c'est pas mon nerf sciatique. Puis je suis capable de la reconnaître, mettons, là, cette douleur-là. Là. Quand je sais que ma jambe arrache ou comme là, j'ai envie de me dire... Là, ce temps-ci, on a augmenté mon cardio, ça va vraiment mieux. Mais quand je suis retournée en février, avant qu'on augmente mon cardio, mon caillou est en train de traverser dans l'autre jambe. Là. Tu sais, je veux dire, fait que c'est toutes des affaires comme que... On avait décidé qu'on arrêtait de me faire faire du cardio pour ma prise de masse, mais comme mon corps est comme, non, ma chum. Là. Toi, quand tu vas vouloir faire une prise de masse après ton show, t'auras pas le choix de garder du cardio. Ah, j'aurais pas le choix, là. J'aurais pas le choix. On l'a arrêté pendant... on l'a arrêté pendant 1 mois, là. Fait qu'on l'a arrêté pendant 1 mois et demi, puis le caillou avait envie de traverser l'autre bord, là. Fait que... Non, c'est ça. Rendu là, comme tu mangeras plus au pire, mais il va falloir t'en faire. Ben oui, je m'en fous bien, là. Je vais manger plus, là. Mais il faudrait que limite que je sois en prep à l'année, là. À un moment donné, ça se fera juste pas, là. Puis pour un corps, c'est drillant et tout, là. Essaye de mettre ça, là. T'sais, là, il y a un mot sur qu'est-ce que je fais. Je veux dire, on appelle ça une prep. Il y a un mot sur ce que je fais. Mais tu sais, moi, il faut que ça soit de même à l'année longue. Là. Fait qu'il faut que j'essaie de concilier le travail, le fait que je suis mère monoparentale, puis en plus de ça, le fait qu'il faut que je passe 3 heures par jour à m'entraîner et à bouger aussi. Là. Ça va être ça, littéralement, toute ma vie. Puis il n'y a même pas... Tu sais, il n'y a même pas d'aide gouvernementale ou peu importe pour des maladies comme moi qui existent. C'est juste comme organise-toi, ma chum, parce que comme on sait que ça t'empêche de travailler, mais comme... Sucks to be you. Ouais, c'est ça. Organise-toi. Là. Ça, c'est absolument absurde. Mais tu sais, toute ma vie, je vais être obligée de passer 3 heures par jour à m'entraîner, à aller au gym. Sauf que le temps que je vais vivre, je vais faire du bodybuilding. Parce que c'est la seule affaire qui m'amène un point positif. Absolument tout ça. Là. Ben, tant qu'à faire ton 3 heures de training par jour, fais-le pour quelque chose. T'sais. Ben oui, c'est ça. Là. Autre que rester en vie. Ben oui, c'est ça. Là. Puis une chance que, justement, mettons, j'ai pu me trouver quelque chose qui fait que qui respecte exactement qu'est-ce qu'il faut que je fasse, mettons, puis que ça soit un peu positif, parce que, oublie ça, là, c'est certain que ça l'aurait...
Moi, c'est ça que j'aurais pété, là. Puis pourquoi spécifiquement le bodybuilding? C'est parce que tu avais déjà de l'expérience là-dedans? Je sais que tu disais que ton père en avait déjà fait mon aussi. père en faisait. Mon père en a fait une couple d'années. Et j'ai été 3 ans en couple avec un homme fort professionnel, dans le fond. Puis, tu sais, quand tu suis un homme fort, ben tu suis les compétitions. Fait que, tu sais, mettons, FitLog, j'y étais à chaque année. J'allais voir les hommes forts, mais tu sais, j'allais m'asseoir, j'allais voir le bodybuilding. Puis à chaque fois, je regardais les filles, puis je me disais, avoir le guts mental de le faire, je le ferais. Je le ferais tellement, mais jamais que je vais avoir la force mentale de faire ça. Là. Genre, regarde les filles. On dirait que c'est tellement inhumain de voir une fille comme ça sur le stage. Puis, tu sais, je veux dire, quand tu connais un peu ça, le monde de l'entraînement puis le monde de l'alimentation, tu sais les concessions que la fille a faites sur le stage. Là, tu comprends? Là, tu sais en tabarouette. Puis moi, j'ai 2 enfants, puis je travaille temps plein. Puis, tu sais, je me dis, je peux pas faire ça. Là. Tu sais, ma force mentale de me dire que je peux pas manger de malbouffe, parce que j'ai déjà pesé 200 livres, là. Fait que, tu sais, j'ai aimé manger, là, puis je bougeais quand même, mais moi, j'aimais vraiment beaucoup manger, puis manger n'importe quoi. Puis, tu sais, je me disais, j'aurais pas la force mentale, mais rendu là, c'est même plus une force mentale, c'est rendu une obligation. Fait que, tu sais, je savais que j'allais finir par faire ça, mais je me disais, je repoussais tout le temps la date. Tu sais, je me disais, je vais le faire en 2023. Là, finalement, je n'ai pas assez de muscles, je vais le faire en 2024. Finalement, tu sais, fait que je repoussais tout le temps, mais là, à cette heure que comme c'est rendu une obligation, c'est ça. Fait que, tu sais, je regardais les filles sur stage. Tu sais, je voyais c'était quoi une prep parce que mon ex, il était dans les 176 livres et moins et il pesait comme 200 livres à l'année longue. Fait que, tu sais, il fallait qu'il fasse une prep, il fallait qu'il fasse une déshydratation. Puis... Quand même, 176 livres pour un homme fort, c'est vraiment super bas, là. Fait que, tu sais, il fallait qu'il fasse une grosse perte de poids, il fallait qu'il fasse une grosse déshydratation. Puis moi, je faisais juste le regarder. Parce qu'on s'entend qu'à 176 livres pour sa compétition d'homme fort, il doit pas être shred, là. Il était sec de chez sec, là. Ouais, mais c'est ça à la pesée. Oui, non, je sais, mais c'est parce qu'habituellement, les compétitions d'hommes forts, c'est pas les gars les plus shred au monde, là. Non, mais à sa pesée. Mais le lendemain, tu sais, c'était le lendemain la compé. Fait que, tu sais, il se pesait, mais le lendemain, il était rendu à 192. Hein, c'est ça. Il était tellement déshydraté, là. Tu sais, je le voyais là, dans le bain, là, avec son soute, là, puis craché dans un bol, puis je me disais, elle est assez forte, je le ferais, tu sais. Mais moi, j'ai aussi vécu là, à côté d'accompagner quelqu'un en prep, puis sérieusement, une chance que je suis toute seule pendant ma prep, parce que, comme, j'ai vraiment été une blonde de marde, là. Shout out à lui, pour vrai, parce que je pense que avant d'avoir été en prep, tu comprends pas quelqu'un qui est en prep. Pour vrai. Puis ça, là, je l'ai compris, là, justement, je le comprends en ce moment, tu sais. Il faisait ses compétitions, puis il me disait, j'ai tellement besoin d'être comme réconforté, puis de me faire dire que je suis bon, puis je disais, mais c'est toi qui t'es foutu dans cette merde, là. Tu sais, tu comprends? C'est toi qui t'es mis là-dedans, là. Pourquoi moi, j'arriverais, puis je ferais comme, pauvre petit, t'avais juste à pas le faire, mais tabarouette, c'est zéro ça que t'as envie de te faire dire entre moi et toi, là. 0, 0, 0, 0, bin barre. Mais tu sais, je voyais, lui, comment c'était difficile, puis je voyais comment il souffrait pour faire ses compétitions. Puis je voyais comment que tout autour de la compétition était mis comme de reculons. Puis je me disais, est-ce que moi, je ferais ça, mettons, moins donner de temps à mes enfants, moins donner de temps à ma famille, moins travailler pour plus se mettre dans le sport? C'est toutes des affaires que, quand je regardais par en arrière, mentalement, j'étais peut-être pas prête à le faire, sauf avec une obligation, mettons. Mais tu sais, ça a quand même tout le temps été dans mes rêves de le faire parce que j'ai suivi mon père, puis après ça, j'ai suivi lui comme que j'ai vu pendant ses compétitions. Fait que ça a tout le temps été un but pour moi, mais mentalement, je pense qu'il fallait que j'atteigne un nouveau step pour me dire que mentalement, j'allais le faire. Parce que physiquement, tu sais, je veux dire, j'avais la masse musculaire pour, ça faisait peut-être 1 an, mais c'était vraiment comme le mental de quelqu'un qui a vu tout autour. Tu sais, je m'en vais pas dans le bodybuilding avec les yeux fermés puis pas savoir, mettons, dans quoi je m'embarque. Là, ça fait longtemps que je sais dans quoi je m'embarque, puis ça fait longtemps que je me demandais justement psychologiquement si j'étais prête. Sauf que là, avec tout le bagage que j'ai eu dans la dernière année, ça se fait juste tout ensemble. Tu sais, je veux dire, je fais juste entrer toutes mes obligations une dans l'autre parce que c'est comme devenu une obligation aussi. Fait que ça fait que c'est pas comme un à côté que je peux dire qu'il y en a un que je donne un peu moins de temps. Là. Tu sais, j'essaie vraiment de tout splitter mon temps également sur tout, mettons. Là. Puis comment tu trouves la prep en tant que maman monoparentale? Parce que, tu sais, mettons, c'est drôle parce que tu as touché quelque chose que je trouve super bon où est-ce que tu disais, tu sais, tu sais pas c'est quoi une prep tant que tu la vis pas. Je me suis fait poser la question tantôt dans mon Q&A, tu sais, pourquoi est-ce que tu penses que, tu sais, qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce qui pense, je suis en fin de prep, guys, donnez-moi une chance. Qu'est-ce que tu penses qui fait que
le fait de faire une prep va faire en sorte que tu vas être meilleur pour le coacher après. Puis c'est exactement ça que j'avais répondu. J'étais comme, d'après moi, selon moi, il y a des affaires que tu ne comprendras pas d'une prep tant que tu l'auras pas vécu. Puis je dis, pour moi, l'exemple le plus facile, c'est que tu sauras pas c'est quoi la différence entre être brûlé parce que tu manques de sommeil puis être brûlé parce que tu manques de bouffe. Et brûlé parce que tu manques des deux. Ben oui, c'est ça, exact. Parce qu'à un moment donné, tu finis par manquer de sommeil aussi. Tu te réveilles dans la nuit, là, puis tu fais juste penser à manger. C'est ça. Parce que, tu sais, il y a une de mes clientes qui m'avait posé la question cette semaine parce que j'ai 8 clients qui font la prep avec moi, puis elle me disait, tu sais, à part te coucher de bonne heure, essayer de, routine de sommeil, maximiser le sommeil, tout ça, y a-tu quelque chose que je peux faire pour la fatigue? J'étais comme, non. Non, t'endures. T'endures. Malheureusement, c'est la réalité de la prep parce que tu peux, tu sais, mettons, tu manques de sommeil, tu peux compenser avec des stimulants jusqu'à un certain point. Ouais. Jusqu'à un certain point étant les mots-clés. Mais quand tu manques de bouffe, sucks to be you. Tu peux prendre la caféine autant que tu veux. Tu manques de fuel, pareil. Ouais. Fait que, tu sais, quand tu disais tantôt que ton ex, il disait, tu sais, j'ai juste besoin comme d'être réconforté ou quoi que ce soit. Tu sais, ça, c'était une conversation que j'avais eue avec ma blonde il y a quelques semaines où est-ce que j'étais comme, tu sais, on arrive vers la fin de la prep. J'y ai pas dit j'ai besoin d'être réconforté. J'ai juste dit comme, je m'excuse d'avance, il va falloir que je sois de plus en plus égoïste dans les prochaines semaines. Le peu d'énergie qui me reste, va falloir que je l'investisse dans ça. Fait que, tu sais, une grosse partie de mon énergie va aller dans ça. Va aller dans mes clients, parce que j'ai des clients qui la font en même temps que moi. Fait que le peu d'énergie que j'ai, il faut que je leur en donne aussi. Puis mes autres clients qui sont pas là-dedans aussi, ils payent quand même pour un suivi. Ouais. Puis je dis, ce qui me reste, je vais essayer de te le donner le plus possible. Ouais. Fait que c'est, tu sais, honnêtement, comme je lui lève mon chapeau, ma casquette, elle est super bonne pour me supporter là-dedans, même si c'est pas facile tout le temps pour elle non plus. Parce que justement, tu sais, tu veux supporter ton chum ou ta blonde, mais en même temps, toi aussi, tu vis des affaires de ton bord. Toi aussi, tu vis des affaires de ton bord. Toi aussi, elle aussi, elle vit des stress dans sa vie. Elle aussi, comme elle me voit avoir l'air plus distant. Ouais. Fait que, tu sais, c'est pas que je suis plus distant parce que j'ai pas envie d'être avec elle. Je suis plus distant parce que le peu d'énergie que j'ai, des fois, j'essaie d'en garder un peu pour moi pour essayer de me recentrer sur mes affaires. Fait que, tu sais, elle est consciente que c'est en grosse partie à cause de ça, mais c'est juste humain d'un moment donné de poser des questions. C'est parce que j'ai fait quelque chose, c'est parce que whatever. Fait que, honnêtement, chapeau à tous les chums blondes qui vivent les preps de leur partenaire. Vous n'êtes pas des blondes ou des chums de merde. Vous savez juste pas comment agir parce que vous l'avez pas vécu. Puis à quelque part, c'est normal aussi. Puis honnêtement, je serais curieux de demander, de poser la question à quelqu'un qui l'a vécu en tant que chum blonde, mais qui l'a aussi vécu en tant que compétitrice. C'est un peu ça que je fais, là. Ben, c'est ça, de voir ça a l'air de quoi. Mais ça, pour moi, en ce moment, qui est dans ma période un peu plus égoïste, parce que là, justement, en date d'aujourd'hui, je suis à 3 semaines et demie, mettons, c'est un peu plus facile pour moi d'être égoïste parce que j'ai pas d'enfant. Mais en tant que mère monoparentale, je me dis si au moins, tu sais, je présume que tu n'as pas tes enfants à ta charge 100% du temps. Je présume que le père doit les avoir 50-50. Fait que, tu sais, je me dis, si tu avais encore été avec le père des enfants, t'es là 100% du temps, mais lui, il peut peut-être compenser un peu pendant ce temps-là. Fait que ça contrebalance, tandis que là, ben, 50% du temps, c'est correct, ils sont pas là. Mais le 50% du temps qu'ils sont là, t'es à 100% avec eux, par exemple. Fait que comment ça se vit? J'ai vraiment des bons enfants. Pour vrai, là-dessus, je peux pas chialer. J'ai vraiment des bons enfants. Puis, ils prennent le temps que je leur donne. C'est sûr que j'essaie de les inclure dans ma préparation. Tu sais, mettons, là, mes enfants, là, ils diraient « Maman, fais juste manger du riz, des légumes, puis du poulet. Pourquoi tu manges pas ça, maman? Maman, ça va faire un spectacle. » Tu sais, mes enfants, ils ont tout le temps été un peu là-dedans. Là. Tu sais, je veux dire, des compétitions, on en regarde à la TV, on regardait mon ex à la TV aussi. Fait que, tu sais, mes enfants, ils comprennent c'est quoi. Ils savent c'est quoi. Ils appellent ça un spectacle. Mais, tu sais, ils savent c'est quoi aussi. Puis, ils savent que maman, elle a un but. Puis, tu sais, eux autres, ils savent que maman a failli mourir et que maintenant, maman, ça va faire un spectacle. Ils trouvent ça vraiment hot, tu sais. Attends, on peut te faire une mini-parenthèse là-dessus? Comment tes enfants ont vécu ça de savoir que maman a failli mourir? Angoissés. Ça doit. Ouais, mes enfants, ils m'ont vu m'injecter à tous les matins pour pas mourir. Et mes enfants, ils ont 0 peur des piqûres maintenant, by the way. Mes enfants, ils ont des prises de sang, puis ils trouvent ça vraiment cool, là, tu sais. Ils trouvent ça cool. Comme maman! Ben, comme maman, c'est vraiment hot. Ma mère aussi, elle faisait ça 2 fois par jour. Le monde, c'est comme, on demandera pas pourquoi. Mais, tu sais. C'est toute l'héroïne. Ouais, c'est ça. 2 fois par jour. C'est ça. En dose de cheval. Ouais. En dose de cheval. Mais tu sais, ils ont eu peur. Puis tu sais, ça a été beaucoup, mettons, ma maman explique pour pas mourir. Tu sais, ma maman veut pas mourir. On veut que ma maman reste. Fait que ma maman explique. Au moins, ils n'ont pas dit maman explique pour un spectacle. Pour un spectacle! Oh
Oh, wow! Il dit ça backstage, tout le monde est genre, pardon. Excuse-moi. Quoi? OK. Tous les jours pour le spectacle. Maman, elle pourrait même pas que sa condition, la pauvre. Non, c'est ça. Non, tu sais. Fait que non, ils ont été vraiment bons. Ils sont encore, ça a été vraiment beaucoup d'angoisse pour eux autres, puis ça l'est encore, parce que, tu sais, mes enfants, il a fallu faire une pratique de maman qui meurt. Là. Ah boy. C'est plat. Ouais, c'était épouvantable, mais comme, tu sais, mes enfants, ils ont 4 et 6, fait que, tu sais, si maman se réveille pas un matin, tu fais quoi? Il faut que tu te prépares parce que je veux dire, il y a beaucoup de chances que ça l'arrive. Fait que, tu sais, veux pas, il a fallu faire un comme général avec mes voisins pour qu'ils savent, mettons, si maman se réveille pas, qu'est-ce qu'on fait. Puis, genre, tu sais, il a fallu que je les prépare. C'est dur mentalement pour des enfants, mais tabarouette, j'ai pas de conjoint, moi, à côté, qui va être là, mettons, pour si maman se réveille pas, de faire sortir les enfants. Mes enfants, c'est les hommes de la maison, puis ils ont été hommes de la maison assez vite parce que maman, elle avait de la misère à marcher un bout. Là. Fait que, tu sais, mes enfants sont hyper. Tu regardes mon enfant de 6 ans, là, puis en plus, il y a une douance. Je suis vraiment chanceuse pour ça. Là. J'ai littéralement un homme à la maison. Là. Mais tu regardes mon enfant de 6 ans, là, puis le matin, il fait ses toasts, il fait ses bols de céréales, il est capable de. Il prend sa douche, il rouvre la douche, il fait la douche à son frère. J'ai pas le choix. J'avais pas d'aide, puis j'avais de la misère à me traîner. Fait que, tu sais, là, ça fait que pendant ma prep, ben, mes enfants, tabarouette, sont. Tu sais, je veux dire, sont meilleurs pour être capables de s'organiser. Ils sont déjà relativement autonomes. Ben c'est ça, parce que j'ai pas eu le choix pendant 3 mois d'être autonome parce que j'avais de la misère à me traîner moi-même. Fait que je te dirais que j'essaie de les inclure. Justement, mettons, là, l'autre fois, mon bébé, il m'a demandé de manger la même affaire que moi. Fait qu'il voulait que je fasse une salade au poulet. J'étais comme, ben, avec plaisir, mon homme. Là. Puis il était comme, c'est ça, tu manges à tous les soirs. Puis j'étais comme, oui, c'est bon, hein. Puis il était comme, c'est vraiment bon. J'étais comme, ben oui, tu sais, je te ferai pas manger ça. Il mange du chocolat d'en face, il mange des biscuits d'en face, il mange. Ça a leur temps de manger du McDo, mais aller chercher du McDo, ça me fait plaisir. Là. Genre, j'ai une plus grosse force mentale que ça, tu sais. Ça en prend une méchante bonne, on va dire. Surtout que j'aimais la bouffe avant. Ouais, c'est ça. Non, j'aimais la bouffe, mais tu sais, de toute façon, je peux pas manger. Fait que, tu sais, c'est comme. Moi, je peux plus manger de grosses poutines, là, je peux manger des demi-poutines. Là, puis même à ça. Oui, puis honnêtement, en tout cas, je sais pas toi, moi, je trouve que depuis que je suis en prep, dire non à ces affaires-là, c'est même plus difficile. C'est rendu un ça automatisme. Ça a été dur les premières semaines, là, mais à cette heure, c'est comme. C'est comme même plus dur. T'as même plus l'énergie d'en vouloir. Ouais, c'est ça. Je suis comme même pas l'énergie de m'étirer pour aller prendre la fourchette au pire. Là. Ouais, j'ai un de mes clients qui me texte tantôt, qui est rendu shred en tabarnak. Il partait de sa job, je pense qu'aujourd'hui c'était sa dernière journée, puis il fait juste m'envoyer une photo d'une boîte de beignes, comme les gars là-bas à sa job, ils ont offert ça. Il dit honnêtement, comme obviously, j'en prendrai pas, mais j'en ai même pas envie. Je suis tellement laser focus sur le show qui s'en vient. Là. Donne-moi 20 grammes de plus de crème de riz. Ouais, c'est ça. juste donne-moi 10 grammes de plus de riz au pire. Alors, tu me donnerais en ce moment, tu me dirais, écoute, soit que je te donne 30 grammes, je double ta crème de riz, ou bien tu as le droit à un demi-burger, je double ma crème de riz. Genre, je suis comme, elle va me donner, je double ma crème de riz. On dirait que Anytime. J'ai juste besoin de je crave le meal qui s'en vient. Je crave même plus. Moi, il y a que mon meal qui existe. Tout ce qui est autour existe même pas. Tu veux juste plus avoir aussi faim. C'est ça. Ah non, ouais, écoute, limite. justement, Carl, il m'avait donné, il y a une semaine ou deux, en tout cas, un refeed. Il y a comme 2-3 semaines, il m'avait demandé, t'aimes-tu mieux avoir un refeed, comme plus de carbs, patates, gruau, whatever, ou est-ce que tu préfères avoir un cheat? Puis j'étais comme, je vais prendre le refeed. Uh-huh. De un, parce que en ce moment, je veux manger à ma faim puis j'ai faim en calice. Ouais. Comme le cheat, il va me durer ce moment-là, mais je vais avoir faim pas longtemps après. Fait que je veux manger à ma faim. Puis de deux, j'aime ça, du riz, des patates, avoir plus de gruau. Comme j'adore ça. Moi qui texte ma blonde qui est genre, dude, je peux avoir des patates. Peux-tu me faire une batch de patates? Les patates à ta blonde. Les patates à ma blonde. Le pire, c'est que je les ai faites cette fois-là parce qu'en tout cas, elle était pas disponible puis je les ai manquées. J'étais tellement triste. Le refeed après, j'étais comme, je t'en supplie, faut que tu me les fasses. C'était pas pareil l'autre fois. C'est comme quand j'essaie une nouvelle protéine, mettons, dans mon yogourt le soir. Là, puis je suis comme, ça va tellement être bon. Puis je gâche mon yogourt parce que c'est pas autant bon que le yogourt que je me fais d'habitude. Puis je me dis, puis là, souvent, je pleure parce que je suis comme, j'ai gâché un meal. Je l'ai scrappé. Tu sais, je veux dire, ils sont tous tellement importants dans ta journée quand il y en a un qui se passe pas comme prévu, là, ou que tu oublies ta moutarde, ou peu importe, là. C'est triste parce que tu dis, le prochain va juste demain, là. Tu sais, je leur mangerai pas là, tu sais. Ouais, mais c'est ça. Fait que, tu sais, mes gars, je les mets dans mon cardio. Fait que, le soir, je me garde tout le temps 250 calories de cardio le soir que moi, je vais soit marcher, soit courir, dépendamment de comment ma jambe fonctionne. Parce que quand ma pression dans ma jambe est trop grosse, mettons que j'ai
il y a eu de quoi dans mon sel qui n'a pas fonctionné toute la journée ou peu importe, j'ai plus d'enflure, ben ma jambe est vraiment lourde. Là, on appelle ça des symptômes post-phlébite. Je veux dire, même si ma phlébite est encore là, elle est nécrosée. Fait que dans le fond, mon caillot est rendu ma veine. Fait que je veux dire, ma veine est morte là, pour le reste de ma vie. Puis là, j'ai plein de grosses veines qui se sont faites sur ma jambe. Là. Je vous montrais tantôt, là, tout le derrière de ma jambe est comme toute veinée, mettons, là, mais c'est toutes des veines de remplacement que mon corps a faites. Mais ça, ta circulation est moins bonne que dans ta veine iliaque, qui est la veine principale de la jambe. Là. Je veux dire, c'est ma veine principale de la jambe qui est scrap. Fait qu'il y a des fois que je vais être capable de courir, ça va bien se passer, mais il y a des fois que la course, ça fonctionne pas. Mais anyway, je vais faire les mêmes calories, on s'en fout, ça va juste être plus long. Fait que, je me garde tout le temps 250 calories le soir que mes gars, ils me suivent en vélo, puis sont contents de me voir. Ils me voient actif, là. Ils aiment bien mieux me voir actif que me voir coucher sur mon divan quand j'avais trop mal, puis quand les médecins me disaient... reste couché, il faut pas que tu bouges. Puis mes enfants étaient comme, viens, avec nous autres. J'étais comme, je peux pas. Maman, il faut qu'elle reste sa jambe dans les heures le plus souvent possible. Là, c'est le fun, au moins, ils peuvent embarquer un peu avec toi. T'sais. Ben oui, c'est ça. Là. Puis je veux dire, c'est ça qui me tient pas mal plus en vie que ce que les médecins m'avaient dit aussi. Là. Fait que, mais j'aime pas mal mieux. Au pire, si tu me dis, tu vas t'offrir 10 ans au lieu de 20 en faisant ce que tu fais, ben je m'en fous. Là, je vais t'offrir 10 ans puis je vais montrer à mes enfants que comme la résilience en vie, ça existe, puis que tu peux aller beaucoup plus loin avec ça qu'en restant sur le divan et en faisant juste absolument rien. Là. Ah oui, clairement. Ouais, c'est ça. Fait que, tu mes gars, ils voient justement que c'est pas parce que tu as été malade ou que tu as failli mourir que crime. Même mes enfants, ils disent, ma maman a failli mourir, puis là, ça va faire un spectacle, là. Elle est haute, ma mère, là. Puis oui, effectivement, ta mère est haute, elle aurait pu être restée assise sur ses fesses, pas faire grand-chose aussi. Ta mère est très haute, on va se le dire. Ta mère est haute, là. Ta mère est, est vraiment haute. Quand on va regarder ces enfants-là, puis Jess va leur dire, ta mère, ça va être une bonne chose. Oui! Ça va être la nouvelle référence de ta mère. Ah non, mais c'est incroyable. Puis t'as parlé d'une de tes grossesses, mais t'as eu 2 grossesses. Ouais, fait que j'ai eu 2 grossesses. C'était-tu les 2 après ton diagnostic, avant? Moi, c'était avant parce que, vois-tu, j'en ai un 4, j'en ai un 6, puis c'était l'année passée que ça s'est passé, mon diagnostic. Fait que, tu sais, je veux dire, j'ai eu 2 grossesses que les 2, j'ai détesté. Moi, je voulais un enfant, là, au pire, là, parce que j'ai détesté ma grossesse. Je te dis, ma pression était tellement haute que j'avais juste l'impression que mon corps allait me péter tout le temps. Mais c'est ça que je voulais dire. On connaissait pas ta condition, mais tu sais, t'avais déjà plein de symptômes pas le fun. C'était ta première grossesse? Ma deuxième a été pire. Parce que là, super. mon corps était juste à bout de vivre. Là. Mon corps il était juste plus capable. Là. C'est pour ça que j'ai accouché vraiment plus tôt. Mais ma première grossesse, dans le fond, à 27 semaines, mon corps a décidé que j'accouchais de mon bébé, qui était peut-être même pas viable. À 27 semaines, il y a des chances de vivre, il y a des chances de pas vivre. Puis eux, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils comprenaient pas pourquoi mon corps faisait ça. Ils me disaient que mon corps voulait juste accoucher prématurément. Ils n'ont pas essayé de chercher pourquoi. Ça doit être à cause d'une nerf sciatique. Oui, c'est ça. C'est son nerf sciatique qui est coincé, trop bloqué. Il est pas bien. Mon corps n'était plus capable. Fait que il me donnait il me donnait des injections, dans le fond, pour calmer mon corps, pour que mon corps ne veuille pas accoucher. Je me suis rendue à 40 semaines, mais ça a été la pire histoire de toute ma vie. Là. Sérieusement, je filais tellement mal. Pire que celle où tu as failli mourir de tes caillots? Non, peut-être pas, là. C'est parce que t'as donné du gros stock quand même avant ça. Ah ouais, c'est ça. Mais pour vrai, j'ai détesté être enceinte. J'ai détesté être enceinte, mais je filais mal les 2 autant intenses. Je veux dire, il y en a un où il y a eu des réponses, tu comprends? Mais il y a eu mes 2 grossesses où je filais autant mal que le corps voulait me péter à cause de la pression, justement, de mon corps. Puis qu'il trouvait pas. Puis il disait, prends ton mal en patience. À un moment donné, tu vas juste finir par accoucher. Puis pour vrai, c'est pour bitcher personne parce que le nombre de monde qui n'aime pas être enceinte, qui doivent bitcher chaque phase de leur grossesse, ça, à un moment donné, c'est normal que tu fasses juste comme t'aimes pas être enceinte, prends ton mal en patience. Parce qu'à un moment donné, il doit en avoir beaucoup là, qui. C'est pas le fun d'être enceinte, là, fait qu'il doit en avoir beaucoup qui se plaignent pour absolument rien. Fait que c'est comme normal. Moi, je ferais partie de ces gens-là à 100%. Non, c'est clair. Là, fait que c'est ça. Ma première grossesse, on a décidé d'arrêter mes contractions de 27 semaines jusqu'à 36. À partir de 36 semaines, j'ai eu des contractions aux 15 minutes pendant 1 mois. Et je n'ai pas dormi. Je me suis tapé Gossip Girl au complet. Toutes les nuits. Okay? Je sais pas si tu sais comment il y en a d'épisodes. Il y en a une chier. J'ai pas dormi pendant 1 mois parce que j'étais juste pas capable de dormir. Mais là, ce qui se passait, c'est que mon corps voulait pas accoucher parce qu'ils m'ont tellement empêché d'accoucher longtemps que comme mon corps était comme non, faut pas qu'on accouche. Mais mon corps était comme je suis plus capable. Fait que c'était comme un genre de cercle sans fin. Puis pour vrai, quand j'ai tombé enceinte de mon deuxième, j'ai tombé enceinte de mon deuxième parce que j'attendais de me faire mettre mon stérilet. Puis avec la COVID, tout était full retardé. Fait que j'arrive à mon rendez-vous post-stérilet, prise de sang, t'es enceinte,
on va regarder à l'écho parce que ton taux est élevé. Regarde à l'écho, 12 semaines de grossesse. Fait que j'étais comme, OK, finalement, là, on n'a pas le choix, on l'amène à terme. Là, on n'a juste littéralement pas le choix. Puis là, tu m'enlèves mon bébé, puis je capote. Là. Fait que je comprends pourquoi il était là, tu sais. Mais comme... J'étais découragée de revivre une grossesse. Puis pour vrai, après ça, tu m'aurais dit, enlève-toi l'utérus, puis fais-toi enlever l'utérus, puis je l'aurais enlevé. Là, ça aussi, là, on a essayé. J'ai un stérilet de progestérone en ce moment parce que, comme je vous disais, faut aussi que je prenne la progestérone pour bloquer mon estrogène. Fait que j'ai un stérilet de progestérone et c'était ce qu'on essayait avant de m'enlever l'utérus parce que je ne peux plus avoir de menstruation parce que il faut que je me fasse mettre du sang chaque fois que j'ai mes menstruations parce que moi, des menstruations, c'est un déluge. Là. Je veux dire, autant anticoagulé, là, c'est pas drôle. Là. La scène dans The Shining. Hey, sérieusement, là, fait x2. Là, c'est même pas drôle. Là. Je veux dire, il y a 2 fois qu'il a fallu que j'aille m'en refaire mettre. Fait que, à un moment donné, j'avais pas le choix. Fait que ça aussi, mais là, t'es pogné parce que tu peux pas te faire opérer. Il y a personne en ce moment qui veut m'endormir avec un caillot. Fait que, tu sais, c'était comme un cercle qui tournait, encore une fois, sans réponse, qui était comme, écoute, on essaye le stérilet de progestérone, puis si ça marche pas, on est vraiment dans la merde. On sait pas ce qu'on fait, là. On peut pas t'opérer, on peut pas aller t'enlever l'utérus, tu vas saigner, tu vas faire une hémorragie interne, tu peux mourir, mais en même temps, à chaque fois, tu sais, tout fonctionnait pas, mais tu sais, je veux dire, c'est tellement comme... Puis le 1% du 1% dans tout, là, moi, c'est super. Mauvaise loterie, là. Vraiment. Tu sais, à un moment donné, je suis comme... T'es juste rendu habitué de te faire dire Oui. on le sait pas, on le sait plus, on sait pas quoi faire avec toi, on n'a rien trouvé, on peut pas. Pour vrai, le monde, il me disait comment tu fais pour être mentalement là Ouais. quand que c'est juste on ne connaît pas. Puis je suis comme ça en même temps, pauvres eux autres, c'est un cas là, qu'il a fallu qu'ils se réfèrent aux États-Unis pour le 3/4 des affaires parce que c'est des affaires qu'ils connaissent pas ici. Puis c'est des choses qui se mélangent pas. Je veux dire, j'ai des maladies que mélanger, ça donne juste un amas de volcans de rien. Là, tu sais, je veux dire, tandis que t'en pognes une fois de temps en temps, puis ça se règle quand t'as pas les autres au travers. Fait que ça, à un moment donné, j'étais tellement rendue habituée de « on le sait pas ». Puis je le sais en même temps que c'est pas monsieur, madame, tout le monde qui me disait « on le sait pas ». Je suis suivie par le surspécialiste à Québec. Là. Tu sais, je veux dire, je pourrais même pas avoir plus haut que lui. Pour que lui me dise que je suis un des plus gros cas de toute sa carrière, je savais qu'il savait pas quoi faire, puis qu'au pire, je fais juste pas penser au fait qu'on sait pas quoi faire, puis j'avance. Parce que si je commence tout le temps à me dire, genre, ah, mais là, genre, on sait pas quoi faire, puis là, on sait pas c'est quoi la suite, puis là, ça tourne en rond, puis là, il y a parce qu'il y en a, il y a rien à faire, dans le fond, là. Tu sais, ce qu'il faut faire, c'est attendre, puis espérer que mon corps fonctionne le plus longtemps possible. Mais si je me mets à penser à ça tout le temps, je veux dire, ça va être épouvantable. Là. Fait que, ça m'a amené... Je pense que mon cerveau s'est juste protégé, puis il a juste fait un filtre à m'amener de juste commencer à filtrer les informations, puis prendre ce qu'il voulait prendre, puis pas prendre ce qu'il voulait pas prendre. Il y a probablement des informations que je me rappelle juste legit même plus, parce que mon cerveau a juste décidé de pas les prendre, là, parce qu'à un moment donné, il se protège lui avec. Là. Fait que c'est ça. Ton coach là-dedans, il vit ça comment? Hey, mon pauvre Alexis. Ah, il doit être stressé un peu, non? Shout out Alexis. Vraiment? Alexis, là, quand je suis rentrée dans son bureau, OK? Non. Puis en plus, moi, je sortais d'être hospitalisée. Fait que, tu sais, Alexis, il voyait pas ma masse musculaire, OK? Quand je suis rentrée dans son bureau, puis j'ai dit, Alex, je veux faire un show, je veux faire Popeye. Puis il était comme, t'as pas de masse musculaire. Mais moi, je savais qu'il y en avait en dessous, tu comprends? Je savais qu'il avait une mémoire. Puis j'étais comme, j'ai dit, Alexis, je vais tout te donner. Puis il était comme, OK, on s'essaye. Puis quand je suis retournée dans son bureau avant ma prep, il m'a dit, tu m'as dit de t'écouter. Il dit, je t'ai écouté. Puis il dit, je comprends pourquoi. Il dit, tu savais que comme tu avais un bagage puis que ça allait venir. Mais tout le stress un peu parce que veux pas, c'est des affaires médicales que comme... Fait que ça, en même temps, lui aussi, il est dans le déni. Les surspécialistes savent pas c'est quoi. Ouais, fait que lui... Pauvre Alexis. Ouais, c'est ça. Pauvre Alexis, mais tu sais, en même temps, il s'assure que j'aille tout le temps assez d'eau, il s'assure que ma circulation va tout le temps bien. Si je dis il faut que je bouge à tous les jours, c'est correct, on s'organise pour que je bouge à tous les jours. Puis tu sais, Alexis, il sait que si jamais il y a quelque chose qui se passe pas bien à cause de ma condition, on arrête. Et c'est tout. Et on recommencera l'année prochaine. Et c'est tout. Mais tu sais, il savait rentrer dans son bureau. Sérieusement, c'est sûr et certain que lui, quand il est arrivé voir sa blonde le soir, là, il a dit « J'ai une folle dans mon bureau. » La fille... J'étais un cas, ma chum! La fille, elle a un caillot d'un mètre dans la jambe. Elle veut s'en aller sur le stage. Puis tu sais, veut pas, mon mollet, il est vraiment plus gros que l'autre côté. Puis tu sais, ma jambe, tu vois qu'elle est maganée. Fait que c'est sûr et certain que c'est ça qu'avec la rétention d'eau, mais que toute parte sur le stage, ça paraîtra
pas beaucoup, tu sais. Puis ça paraît de moins en moins parce que mes autres veines commencent à être plus accessibles pour mon sang, mais comme c'est sûr et certain que lui, il regardait ça, puis qu'il se pognait la tête à deux mains, puis qu'il était comme... Qu'est-ce qu'on va faire avec toi? Mais ça, en même temps, j'ai tellement une grosse tête de cochon que probablement qu'après 2 minutes, il s'est dit, moi, je gosse pas avec cette fille-là. Moi, je vais juste faire ce qu'elle me dit. Puis comme... On va essayer, puis il arrivera ce qui arrivera. Elle va me coacher à la coacher. Ouais, limite. Là, mais c'est une team, là, en même temps, qu'il y a quelque chose qui marche pas avec mon état, ça marche pas. Puis comme là, justement, on vient de passer mon 3 jours de jambes à 2 jours de jambes, mais on garde quand même mon cardio presque à tous les jours. Fait que, ça fait qu'en ce moment, je sais pas s'il va y avoir des répercussions, mais là, j'en sens pas. Mais si j'arrive demain matin et je dis ça marche pas, Alexis, j'ai mal à la jambe, ça fonctionne pas, ben il va me le changer. Puis, il sait que moi, je connais plus mon cas que lui connaît mon cas. Fait que, oui, rendu là, c'est un travail d'équipe aussi. Puis, il est assez pour dire non, tu fais pas ça de même. Je veux dire, il écoute absolument tout. Puis, il sait que de toute façon, si ça fonctionne pas, rendu là, ben ça fonctionnera pas. Mais à date, tout se passe quand même bien. Fait que, c'est ça, j'allais dire. La prep à date, comment ça se passe à travers ça? Ça se passe bien. Il y a des journées qui sont vraiment difficiles. Il y a des journées, c'est souvent que ça m'empêche de dormir, mettons, là. Tu sais, des journées où je ne vais pas beaucoup bouger. Comme là, je sais qu'il va falloir que j'aille courir en arrivant parce que d'avoir fait 7 heures de route, c'est sûr et certain que ma jambe va être vraiment maganée. Mais tu sais, c'est beaucoup sur mon sommeil, là. Tu sais, j'ai des journées que j'ai vraiment mal aux jambes, que je suis couchée le soir puis ça prend du temps avant de m'endormir parce que normalement, ça serait pas grave, je manquerais de sommeil. Au pire, je mangerais plus de glucides, mais là, je peux pas. Là. Fait que c'est comme, tu manques de sommeil, tu manques de glucides, tu manques de tout, puis ça va moderne. Fait que il y a des journées qui sont vraiment plus difficiles que d'autres, mais tu sais, en tant que tel, c'est pas juste une prep, c'est rendu, ça va être ça ma vie au complet. Fait que, même si ça se passerait mal, il faut que je trouve des solutions pour que ça se passe mieux, puis c'est absolument tout. Là. C'est juste une question de... qu'à cette heure, ça va être rendu ça. Là. Tu vas avoir des défis que tu fasses une prep ou non, rendu là. Ben oui, c'est ça. Rendu là, ça va être les mêmes. Les mêmes défis, ça va être la même chose. C'est que tu es rendu là, je tourne ça au positif, puis je fais une prep, puis je vais avoir un positif au bout de la ligne. Là. Oui, puis c'est que le fait de pas faire de prep va pas faire en sorte que ça va être plus facile parce qu'il va falloir que tu le fasses pareil. C'est ça. C'est exactement la même chose. Il y a peut-être le déficit calorique au pire des pires qui ne rentrerait pas en ligne de compte, mais tu rendu un déficit calorique face à tout ce qu'il faut déjà que je fasse, c'est quoi, là? C'est ça. Puis, tu sais, on s'entend, ton déficit qui est intense vers la fin de ta prep comme en ce moment, mais c'est pas toute ta vie. Tu sais, quand tu vas avoir un off-season pareil, parce que tu vas t'entraîner beaucoup, mais que tu vas remanger à un moment donné. C'est ça, c'est une période de temps contrôlée. Oui, c'est ça. Anyway, là, ça sera pas de même pour toute ma vie. Là. Je t'offrirai jamais ça pour toute ma vie. Là. Personne ne t'offrait ça toute une vie. Non, c'est ça. Je pense pas que c'est pour ta condition de santé non plus. C'est ça, il y a personne qui garde une shape de compétition photoshoot à l'année, by the way. Là. Hey, non, oubliez ça. Là. Tu sais, eux autres qui trouvent ça tellement lettre, là, ben comme, de toute façon, il y a personne qui garde ça tout le temps. Non, c'est ça, mais c'est juste, on le rappelle encore des fois, juste parce qu'il y a du monde qui vont regarder des photos de gens qui ont fait une compétition ou qui ont fait un photoshoot en ne réalisant pas que ça a été des mois de préparation juste pour cette date-là. Puis eux, ils regardent cette shape-là, puis sont comme « J'aimerais tellement ça, avoir cette shape-là. » Je te confirme qu'ils n'ont pas de l'air de ça à l'année, puis que pendant qu'ils le faisaient, ils filaient comme de la merde. Ah ouais. Hey, ils nous voient pas là, pleurer après notre cardio, puis... Licher ton assiette parce que tu veux essayer d'aller chercher comme le peu de bouffe qui reste de coller dessus. C'est 30 grammes au complet. Là, de te réjouir tellement fort quand ton coach te dit que tu vas juste avoir un petit peu plus de riz, un petit peu plus de gruau ou des affaires de même. J'ai pleuré à mon refill la semaine passée. Ouais. Il m'a juste dit qu'on augmentait un peu mon riz puis qu'on me mettait une cuillère d'huile de noix de coco puis juste d'avoir du gras dans mon assiette. J'ai pleuré. Je l'ai mangé puis sérieusement, du riz avec de l'huile de noix de coco, je vais jamais craver ça de toute ma vie, mais comme sur l'instant présent, c'était la meilleure chose que j'avais mangée depuis tellement longtemps. Mais ça, c'est ça. C'est des affaires que justement... pour... Tu sais, tu peux pas savoir c'est quoi sans le vivre. Puis une shape de prep, tu gardes pas ça à l'année longue. Au contraire, là, t'es juste pas tant bien là-dedans. Là. Tu sais, je suis juste à 10 semaines avant, là, puis... je me dis juste toffer là, puis tu sais, je veux dire, j'ai pas un gros pourcentage de gras, mais tabarouette, j'en ai encore, là, puis tu sais, il y a du monde qui t'offre ça à l'année, limite, là, le pourcentage de gras que j'ai là, puis je me dis, pour vrai, comment tu fais pour manger autant peu à... Mais il y en a qui, génétiquement, ont plus de facilité à garder un body fat qui est plus bas, par exemple, tu sais, j'en ai déjà parlé plusieurs fois, mais c'est ça, tu sais, mettons, j'en avais un client, là, que lui... il se tient à genre entre 8 et 10 % de body fat, pas mal à l'année. 12, c'est pas mal le pic qui a monté, mais ça, c'est à genre 3800, 4000 calories, là, parce que
moins que ça, il perd du poids. Fait que, tu sais, il y en a qui c'est de même, mais lui, il veut juste ça, prendre du poids. Fait que lui, il y a du monde qui entend ça. Hey, 3800 calories par jour, il peut manger genre 500 grammes de carbs par jour, il est donc bien chanceux. Non, il trippe pas. Non, vraiment. Il trippe vraiment pas. Ouais, j'ai une de mes clientes qui était tannée justement parce qu'elle a vu un coach avant, puis elle est tout le temps, elle est faite minuscule, elle a un bon niveau de masse musculaire pour sa shape, elle est super, super ligne, mais fallait qu'elle mange en 3000 calories par jour pour être capable de maintenir cette masse-là. Puis elle était tannée de manger ça. Elle dit, je veux plus. Fait qu'on a changé son alimentation, on a changé ses objectifs aussi, mais comme c'est beaucoup trop de bouffe, là, trop. Puis elle est capable de manger, là, je veux dire, elle mange des bonnes portions, elle mange des bonnes affaires, mais 3000 calories de bouffe, c'est beaucoup de nourriture. J'ai tellement hâte de retourner à 3000 calories de bouffe. Sérieusement, en ce moment, j'entends 3000 calories de bouffe, puis j'ai mal au côté de la langue. Là. Je suis comme, oui, s'il te plaît. Le gars que je vois, il est en boule en ce moment, puis j'ai tellement envie de mourir à chaque fois qu'il mange. Là. Puis lui, il est là à peu près à du 3000 calories. Là. Juste dans un meal, on l'a carrément compté en fin de semaine. Là, son déjeuner, c'est ma journée au complet. Là, ça n'a aucun bon sens. Là. Ah ouais. Mais lui, c'est ça. Lui, il reste lean à l'année longue, sauf que moi, je suis à côté, puis moi, c'est le contraire. Là. Mon corps, il va emmagasiner. Ouais. Là. Ah ouais, c'est ça. Moi, je fais juste repenser des fois à mon 3400 que je faisais comme avant de commencer la prep. Je suis comme, j'ai tellement hâte de retourner là. C'est parce qu'on chialait. Je sais pas toi, mais moi j'étais comme... j'étais bien. Moi, j'étais juste, j'ai plus faim. Ah non, moi, j'aimais capable. ça. Hey, j'en laissais dans le plat, comme mon chien en mange un peu pour comme me libérer de quelques calories. Là. Puis là, je repensé à ça, puis je suis comme, j'étais-tu conne. Mais non, mais toutes les garder. C'est deux extrêmes. Toutes les ouais, garder. Ouais, mais la phase de bulk, moi, ça a vraiment été la phase où ça a été le plus trigger pour moi. Là. Genre, littéralement, de me sentir pleine et de devoir manger encore, là, j'ai trouvé ça excessivement difficile là, parce que le volume pour atteindre tes calories, il doit tellement être haut. Là, et puis dans ton cas, t'es limité dans les sources de gras que tu peux prendre aussi. Ben legit, je peux juste pas tant en avoir. Là. C'est ça, fait considérant que tu peux pas avoir tes gras super élevés, les gras qui sont beaucoup plus caloriques que les carbs, fait qu'habituellement quand tu veux monter tes gras, ça peut être une bonne... Quand tu veux monter tes calories, ça peut être une bonne idée de monter les gras. Ouais. Toi, si tu peux pas vraiment prendre de gras, ça veut dire que tout s'en va dans les carbs, fait que ça monte le volume dans ton assiette. Ouais, ça fait des patates. Là. Ah, j'avais du 200-300 grammes de patates par... Non, pour vrai. J'ai hâte de retourner là. Comme moi j'y pense et je suis comme pas sûre là. Moi j'avais mon 250 grammes de riz patate 3 fois par jour, j'étais bien là. C'est fou là, comme qu'à la fin on est comme découragé un peu là. Ouais. Fait que ça va être quoi la prochaine étape après ça? On a Popeye c'est fin juillet? Ouais, c'est 19 juillet. 19 juillet. Puis après ça, on reverse puis on se prépare pour une prochaine compé après? Ah ouais, on va juste remonter. Là. Rendu là, j'ai comme but de me rendre pro-naturel puis je vais le faire. J'ai toute ma vie pour le faire. Là. J'ai littéralement le restant de ma vie pour me rendre pro. Là. Fait que j'ai pas le choix anyway. Fait que ça va être de se rendre pro puis mais qu'on aille la carte pro, on va compétitionner pro pour le restant de ma vie. Oui. Je vais être rendu dans les masters à la fin, puis ça va être ça. Là. Ça c'est rendu ma nouvelle vie, puis ça va tout être ça aussi. Là. Très nice. C'est incroyable. Je trouve que tu es tellement un exemple de c'est important de ne pas prendre sa santé pour acquis. Non. Tu sais, puis t'as des choses que je trouve belles dans ce que tu as dit. Sujet, verbe, complément. Oui, exactement. Je suis comme Simon, mais je suis pas en rap. Mais... moi, j'ai l'excuse. Ben, c'est pas moi. Mais c'est juste mon cerveau tout le temps. On s'habitue. Tu avais dit que, tu sais, avant tout ça, tu avais un rêve, puis c'est de faire la compétition. Puis je trouve que la vie a une façon un peu tordue, mais quand même de te pousser à vivre ton rêve. Mm-hmm. Fait qu'il y a quand même ça de beau là-dedans. Tu aurais pu prendre n'importe quel chemin. Tu aurais pu prendre celui de, bon, mais j'écoute les médecins, puis je reste couché, puis avec la jambe levée, puis je fais plus rien. Mais ça t'a inconsciemment poussé à aller chercher ton rêve à ce moment-là. Oui. Ça, je trouve ça incroyable. Oui. Puis tu as quand même eu de la chance aussi d'être une personne qui était déjà active. Parce qu'on s'entend, la quantité d'activité physique qu'il faut que tu maintiennes pour juste ta survie, c'est excessivement haut. Là. Je veux dire, moi, je peux pas faire ça dans une journée parce que mon système nerveux le prend pas. Ben, tu dis que tu peux pas faire ça, mais quand t'as pas le choix, t'as pas le choix. Quand t'as pas le choix, probablement que tu ferais comme moi puis tu trouverais une meilleure raison que juste faire ça pour ton cerveau aussi. C'est juste que moi, ça fait l'effet inverse à mon corps, tu comprends? Quand j'en fais trop, il est comme non, fuck you! Fait que c'est ça, moi, c'est l'inverse. Faut que j'en fasse moins si je veux survivre. Ce qui est pas
tant plus le fun non plus, là, mais ben, c'est vraiment moins pire que ça n'a aucun rapport. Je ne comparerai jamais cette situation de On grâce. anticipe Karen dans les commentaires Ouais, qui va non, être genre c'est comment oses-tu? Non, je comparerai. Karen, je n'oserais jamais, d'accord? C'est un enfer ce qu'elle a vécu et ce qu'elle vit, mais heureusement, tu le tournes bien, mais ça a quand même été une chance que tu sois quelqu'un qui était déjà actif à la base. Imagine si tu avais été quelqu'un de sédentaire qui aurait dû commencer à faire ça. Ouais. Fait que j'aime ça parce que je pense que ton message va aider peut-être un peu à conscientiser les gens qui partent de plus loin, qui ont des défis. On le mentionnait, des fois, marcher quand tu pèses 300 livres, c'est un gros défi, c'est pas le fun, ça te tente pas. T'sais. Dans ton cas, tu avais mal à ta jambe, il y a des moments où tu es comme, OK, mais c'est pas si, je vais le faire pareil. Parce que au début, juste sortir mon chien, c'était vraiment, vraiment, vraiment difficile. Là. Fait que, de sortir mon chien à passer à 10 minutes de prep, c'est 10 weeks out. Je t'en lui. Ouais, 10 minutes de prep. Parce que moi aussi, mon cerveau commence à rusher un peu. Mais tu sais, juste de voir la différence entre les deux, autant que si j'aurais pas forcé mon corps puis j'aurais pas décidé d'y aller de l'avant, je serais juste pas rendue là, puis je serais encore rendue à avoir de la misère à sortir mon chien. On m'avait dit que j'allais marcher avec une canne toute ma vie, puis je cours des 10 km. Fait que c'est incroyable. C'est vraiment incroyable. C'est du petit petit peu par petit peu, puis t'es capable de pousser un petit peu ton corps tranquillement en l'écoutant en même temps. Mais effectivement, au début, c'est difficile, puis au début, tu te mets des petits objectifs, puis tes objectifs grossissent. Fait que, tu sais, quand je dis attendez pas d'avoir une condition de santé qui vous force à prendre votre santé en main, parce que, tu sais, là, t'as aussi je veux pas dire la chance, parce que je pense pas que ce soit de la chance, mais t'as un mindset qui est incroyablement fort, t'es incroyablement résiliente. Comme je dis, avoir vécu ce que tu as vécu, moi, je serais morte. Là. Moi, clairement, j'aurais pas fait ça. Là. Je serais morte de 4 crises de panique de suite à l'hôpital, là, comme s'il y avait aucune chance. Dieu me l'a pas envoyé à moi parce qu'il savait que le soldat allait pas toffer, tu comprends? Fait que, mais je trouve que tu as une résilience qui est incroyable. Puis je te l'avais dit aussi quand tu m'avais écrit. Puis j'espère que ça va inspirer des gens à avoir cette résilience-là à plus petite échelle. Tu sais, de pouvoir prendre le move de OK, mais si elle a été capable de passer ça, moi aussi, je peux me prendre en main pendant que j'en ai encore l'occasion. Ouais. Je suis capable d'aller faire ma marche de 10 minutes. C'est là, ça, je vais être correct. Là. Je vais être correct. Ouais, parce que si j'aurais pas tout fait ça, qui sait que j'aurais peut-être perdu ma jambe. Là? Parce que c'est ça, c'est limite ça qu'ils m'ont dit, que je m'étais sauvée en... T'aurais trouvé un sport unijambiste, te connaissant maintenant. Du ski. Écoute, du ski, sa tête rendu là. J'adore. I mean, rendu là, why not? Why not? Si t'avais un dernier mot, un mot d'encouragement, un final thought sur lequel laisser les gens, ça serait quoi? Genre, l'affaire que tu voudrais que les gens retiennent de ton histoire. Là. Levez-vous avant que ce soit trop tard. Là. Ça, c'est chiant pour ceux qui sont en chaise roulante. Il est déjà trop tard, Simon. Oh, c'est désolé. Too late. Le trop tard, c'était les gens en chaise roulante. Il fallait que ça finisse exactement comme ça. Voilà. Ce qui a commencé comme étant inspirant a fini vraiment trash. Désolé. Je suis aussi tellement désolée. Fait que, levez-vous avant qu'il soit trop tard. Soit trop tard. C'est l'histoire la plus, genre, traumatisante du podcast. Comme levez-vous avant qu'il soit trop tard. Mais ceux qui sont en chaise roulante, ils font quoi? Ben, il est déjà trop tard, sorry. J'ai pas fait des dips dans ta chaise. Ouais, c'est ça. Fait que, Cynthia, si on voulait te suivre, tracker ta prep, peut-être aller te voir éventuellement à Popeye, on te suit où? Instagram, je suis pas mal plus active sur Instagram un peu. J'essaie de pas trop être tannante, mais d'en montrer juste assez. Les gens de la Beauce, faut pas trop qu'ils parlent. Avec ton pog, pour ceux qui aiment ça. Avec la petite face arrosée une fois de temps en temps. Mais c'est ça, c'est Cynthia Letourneau-Lagrange sur Instagram. Très cool. Merci beaucoup d'avoir fait un méchant paquet de routes pour venir jusqu'ici, de nous partager ça. J'espère que ça va en avoir encore une fois inspiré quelques-uns. Là, d'après moi, justement, ça fait une couple d'histoires plus personnelles qu'on fait dernièrement. Puis je trouve que celle-là, c'est un beau message, comme Jess disait, de, tu sais, no matter what, persévère, puis tu vas finir par y arriver si t'es capable de ne pas lâcher prise là-dessus. Là. Exactement. Donc, merci beaucoup d'avoir été là. Merci. Jess? www.niacv.com code WUACV10 pour un 10% de rabais sur votre commande. Ça va être la même chose pour Machines. Ils vont être là par le temps que ce podcast-là va être sorti. Fitlock va être passé, mais ils vont être là à Mimi Capes
Et ils vont être là à Popeyes éventuellement aussi. Ils ont toujours des stands si jamais ça vous tente d'aller les voir pour aller vous chercher de la bonne merch pour des oversize. Sinon, le lien dans la description, WUACV10 pour un 10% de rabais. Puis on se voit pour un autre épisode de Woke Up and Chose Violence la semaine prochaine. Bye tout le monde! Salut tout le monde!